Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Gabriag, Christophe Adinky et Pascal Poussard. Salut à tous les trois, comment ça va ? Bonjour Olivier, ça va bien. Ça va aussi. Suffisamment. On a bien mangé ensemble. L'occasion de reprendre quelques petits moments ensemble pour voir comment est-ce que les années sont passées. On a beaucoup de mal à se voir. Hein. C'est pas facile, ouais. C'est pas facile, mais quand on y arrive, c'est quand même un moment très sympa. Donc merci d'être là. Là, vous êtes à la maison. Première fois que j'ai 3 personnes en podcast et c'est très cool de vous avoir. Donc merci bien. Merci Plaisir à toi. partagé. Alors comme vous le savez, le thème du podcast tourne autour du changement. Et donc pour commencer, d'une manière très simple, je vais vous demander à chacun d'entre vous ce que ce terme-là vous inspire. Anne, tu veux commencer ? Je peux. Le changement pour moi, c'est quelque chose qui est continu. C'est un peu la vie. Les choses qui sont immobiles, elles ont un peu tendance à mourir, voire à être mortes. C'est quelque chose que parfois on subit, mais à titre perso que j'essaie en tout cas d'accueillir, quitte à me préparer et avoir des options et compagnie. Il y a un peu un conflit dans ma tête entre aimer être très préparé et compagnie, puis la nature un peu, je dirais, surprenante des changements. Alors savoir qu'en général, ce qui se passe, c'est pas vraiment ce que j'avais prévu, anticipé, planifié, organisé. Ok, super. Tu passes la main à qui ? Et je passe la main à Pascal. Donc moi, je vais être assez en accord avec Anne. Pour moi, le changement, c'est effectivement quelque chose qui est dans la continuité. C'est en fait le monde qui s'offre à nous et en fait il faut qu'on bouge avec. Donc on est beaucoup sur une évolution, sur quelque chose, en fait un changement naturel sur lequel on va devoir aller. Et effectivement, si on s'oppose à ce changement-là, si on se met à dire moi je veux rester, je veux pas changer, c'est probablement là qu'on va avoir un problème et qu'on va se buter sur quelque chose qui va pas aller. Super. Christophe ? Moi je vais faire une réponse un petit peu longue, voilà. Ça a déjà commencé ? Ça a déjà commencé. Alors moi je suis un peu un boulimique de la connaissance. Pour ceux qui me connaissent pas, j'adore écouter, lire, je lis beaucoup. Mais la connaissance s'arrête pas là. Pour moi, il y a un triptyque. Il y a absorber, digérer de l'information, des gens de référence, etc. Et derrière, ça induit de la réflexion. Voilà, ça résonne en nous, ça nous fait voir des choses de manière différente. Et ensuite, il y a l'action que cette connaissance et cette réflexion vont induire. Et finalement, pour moi, ce changement est justement induit par cette espèce de triptyque. Donc, c'est plutôt quelque chose qui arrive sans qu'on le cherche, mais parce que il y a ce cercle d'acquisition de connaissances, de réflexion et d'action qui, finalement, provoque cette manière de voir différente chez nous, qui permet aussi de nous accorder au monde qui bouge. La tarte à la crème, c'est de parler évidemment du Covid et de ce que ça a pu induire. On va en parler, effectivement. On va en parler, oui, je crois bien. Donc voilà, c'est pas quelque chose que, en tout cas, moi, je cherche sciemment, mais c'est quelque chose qui est induit finalement par la manière dont je fonctionne. Puis on pourra peut-être parler tous les trois aussi du changement du point de vue des sensei, parce que c'était aussi une source de réflexion. Je sais pas si tu veux qu'on l'aborde aussi. On va l'aborder, mais chaque chose en son temps, parce que nous, on se connaît. Mais les personnes qui vont écouter cet épisode peut-être ne vous connaissent pas. Et vu que justement, je crois que vous connaissez bien, ce que je vais vous proposer, c'est que, Anne, est-ce que tu peux présenter soit Christophe, soit Pascal ? Alors, je vais présenter Christophe. Donc Christophe, c'est quelqu'un que je connais depuis peut-être 2011 ou 2012. J'avoue que je sais plus trop. La première fois qu'on s'est vu en vrai, moi j'étais extrêmement impressionné parce que déjà à l'époque, Christophe était connu pour ses notes de lecture. Et même si je lis moins que Christophe, je lis quand même pas mal. Et dans mes souvenirs, on avait eu une super conversation où on parlait d'agilité, de lecture, de plaisir, de pas mal de choses complètement imprévues, comme quoi. Ensuite, on a eu une petite aventure tous les trois dans un contexte plutôt associatif, communautaire, à savoir qu'on s'était tous les trois engagés dans l'organisation d'une conférence agile qui a disparu depuis, qui s'appelait le Scrum Day. Donc on a aussi vécu plein d'aventures, des hauts, des bas, des surprises, des petites joies, des grands bonheurs. Et en fait, on a continué à se voir assez régulièrement avec le plus grand des plaisirs pour refaire le monde, pour échanger, pour discuter de tout, de rien, de sujets importants, moins importants. Donc oui, ça fait quelques années qu'on se connaît. Donc Christophe, moi je le connaissais en tant que lecteur avide,
comme praticien plus qu'expérimenté, avec beaucoup de recul de l'agilité, avec un amour de la technique, une curiosité insatiable, une capacité à engranger, manipuler des quantités d'informations et à toujours réussir à en tirer l'essence, à avoir aussi souvent le mot juste et à attirer l'attention sur le concept qui est à retenir d'un volume d'infos colossal. Donc un esprit aiguisé. Et puis pour les auditeurs du podcast qui n'ont jamais vu Christophe, sachez que Christophe pendant longtemps a été connu comme le coach aux chemises à fleurs. Voilà, c'est un beau portrait. Ce que je propose, c'est qu'on va enchaîner. Christophe, est-ce que tu veux présenter Pascal ou est-ce que vaut mieux présenter Pascal du coup? On va tourner, sinon ça va faire un petit peu Sinon, bizarre. ça fait bizarre, c'est vrai. Alors, Pascal, je le connais, comme Anne l'a souligné, on était tous les trois au comité d'organisation du Scrum User Group français et qui était connu, ça remonte maintenant à presque 10 ans, finalement, une conférence qui s'appelait le Scrum Day. Et donc, on s'est connus là. Alors, Pascal, c'est un agiliste. Alors, comment je pourrais le qualifier? En fait, il est un peu difficile à qualifier, Pascal. C'est quelqu'un d'inventif sur ses manières d'aborder les choses. Il a toujours la capacité de nous surprendre. En même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup de profondeur de réflexion sur ces sujets. Donc, c'est un cocktail assez curieux, assez unique, Pascal. En ce sens-là, je connais pas mal de gens qui sont capables d'être créatifs, d'être joueurs, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de profondeur dans leur réflexion, dans leur manière d'aborder nos savoir-être agiles, etc. Puis des gens qui sont plus austères, qui ont plus de profondeur. Alors, c'est un petit peu moi, ça, pour si vous voulez le savoir. Mais Pascal, c'est la combinaison des deux. C'est donc quelqu'un de vraiment original. Et voilà, c'est probablement une des raisons pour lesquelles j'ai cherché m'associer à lui, je pense. Super, merci. Pascal, je te laisse t'enchaîner. Eh ben, à moi, merci beaucoup. Donc, pour parler un peu de Anne, moi, je la connais aussi depuis longtemps. Alors, pareil, je n'ai plus les dates exactes en tête, mais je pense que c'est autour de 2008, quelque chose comme ça. Donc, Anne, férue de technologie, très technique, qui part dans l'agilité, fait beaucoup de choses dans l'agilité. Donc, moi, j'ai un peu fait mes premiers pas avec elle aussi dans l'agilité. Quelqu'un qui est aussi très ouverte aux autres. Donc, ceux qui connaissent Anne le savent, c'est quelqu'un qui est vraiment tourné vers les autres, qui prend soin des autres, qui a été manager beaucoup, donc capable de prendre en considération les besoins, les attentes des autres, et très beaucoup dans l'expérimentation, notamment agile. Donc, au début où ça se faisait quand même pas beaucoup, énormément, elle a été très très présente à essayer des choses, présente dans la communauté, et puis maintenant elle fait régulièrement le tour de France des conférences agiles. Donc on la voit un peu partout sur plein de sujets. Donc beaucoup d'expertise, beaucoup de choses à porter là-dessus. Et avant tout, pour moi, ce qui définit le plus Anne, c'est du lien dans la communauté et avec les autres. Super, c'est très beau de vous voir vous dire ça. Moi, je suis spectateur, mais effectivement, voilà, c'est beau de vous voir tous les trois et c'est super pour cet épisode un peu spécial parce qu'avoir 3 personnes, c'est totalement différent. Et justement, comme tu l'évoquais, Christophe, vous avez monté une boîte qui s'appelle donc Essensei. Je l'ai bien prononcé. Et il s'avère que moi qui suis de plus en plus dans le monde de l'entrepreneuriat, j'échange souvent avec des gens qui me disent ouais, j'aimerais bien me lancer, mais c'est jamais le bon moment. Et je pense toujours à vous quand les gens me disent ça, parce que justement, j'ai le souvenir que vous êtes les meilleurs et les champions du timing. Et le souvenir que j'avais, c'était que quand vous vous êtes lancé en tant qu'entreprise, en tant qu'associé, justement, c'était la veille du Covid, si je me souviens bien. Alors, c'est presque ça, puisque c'était le lendemain du Covid. C'est-à-dire le lendemain, qu'on avait les Le statuts confinement. à déposer et que le confinement a été annoncé. Et du coup, notre coursier qui allait apporter au tribunal de commerce les statuts de la boîte n'a pas pu partir à cause du confinement. Donc, on a dû le faire en ligne sur la procédure exceptionnelle. Donc, c'était vraiment le lendemain. Mais on était vraiment à 24 heures près, quoi. Ouais. Ok. Et plus précisément, on avait envoyé les dossiers au formalistes avec lesquels on travaillait 2 jours avant. Il y a eu l'annonce du Covid et quand on les a rappelés le lendemain de l'annonce en mode « Ok, mais on en est où ?» On disait « Ah, en fait, il n'y aura plus de coursier. Donc, tenez, on vous rend le dossier. Débrouillez-vous. » Ouais, d'ailleurs, je pense que si tu as des auditeurs là qui t'écoutent et qui ont besoin de conseils sur le timing, ils peuvent nous appeler. C'est ça. Je pense que notre expertise est vraiment reconnue sur Alors, sur pour ce refaire point-là. quand même l'histoire, il se trouve que nous, on s'est posé la question du timing. Et en fait, on a réfléchi longtemps à savoir quel était le meilleur moment pour se lancer.
Et on a eu cette réflexion pendant un bon moment. On a eu plusieurs mois. On s'est dit, quel est le bon moment? Alors, il y avait des contextes personnels, professionnels, qui ont fait que il fallait s'aligner, être sur le bon moment pour lancer, nous, notre aventure. On voulait pas le faire trop vite. On voulait prendre le temps de le faire correctement. Et puis, on s'est dit, mais aussi, par rapport au marché, par rapport au business, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour nous? Et on s'était dit, début janvier, c'est pas l'idéal. Il y a les budgets qui sont pas encore là. On n'aura pas forcément des clients tout de suite. Puis on avait commencé à démarcher un certain nombre de sociétés qui nous dit, nous, sur ce créneau-là, donc plutôt sur mars-avril, on va commencer à avoir des choses et on va être capable de vous accueillir et de travailler avec vous. Donc on était en pleine confiance au moment où on s'est lancé et on s'est vraiment dit, on a attendu longtemps pour avoir le bon timing. Et c'est à ce moment-là que la réalité nous a un peu tapé, ce côté changement subi, où là on s'est dit, on avait un plan prévu, on avait notre parfait timing pour y aller, finalement c'est plus possible. On avait aussi tous nos clients qui nous ont dit, on va bosser avec vous, finalement à la dernière minute, il y a eu des grands changements, on ne pourra plus. Et là c'est vraiment, tout a changé pour nous à ce moment-là. Ouais, je pense que tu as le droit d'être honnête là-dessus, Pascal. Le clown de l'équipe, ça a été un peu moi quand même, parce que chez mon employeur précédent, j'avais une activité commerciale et donc je connaissais un peu les cyclicités commerciales et donc je me suis pointé en bombant le torse auprès de Pascal et Dan. Je dis, non, mais moi je connais bien le cycle commercial. Là, c'est mars-avril. Avant, les gens ils se remettent des fêtes de nouvelle année. Après, ça commence à être l'été, les ponts de mai, etc. Donc, s'il faut utiliser un créneau, les gars, moi je connais, c'est mars-avril. Voilà. On a été solidaires dans cette décision, je tiens à le dire. Et on a tous regretté ensemble. Voilà. Ils m'en ont pas trop voulu, c'est assez sympa quand même. C'était difficile à prévoir quand même. C'était assez difficile à prévoir et en même temps, vous êtes toujours vivant aujourd'hui, la société existe toujours et vous avez encore le sourire. Et c'est aussi pour ça que je trouvais intéressant de revenir sur votre histoire, comment ça s'est passé, parce que probablement qu'il n'y a pas eu que des hauts. Il y a aussi eu des bas et je trouve que le trajet peut être intéressant. Anne, tu voulais dire quelque chose? Pas particulièrement. Enfin, c'est plein de souvenirs, effectivement. Et moi, j'ai le souvenir d'avoir vu le discours de Macron qui annonçait le confinement et compagnie. Et mon cerveau, en fait, s'est déconnecté en mode, c'est pas possible. C'est un cauchemar. Je dois dormir. Qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens très, très bien que juste derrière, j'ai un peu contacté mes deux très chers associés en mode, OK, quelqu'un a une idée? Alors, comme on l'a vu un peu dans les présentations, on a des profils assez complémentaires. On réagit pas de la même manière, on pense pas tout à fait de la même manière. Et il se trouve que là, on s'est un peu trouvé avec Christophe en se disant, on a dit qu'on se lançait, on va assumer jusqu'au bout. Et finalement, on a ce confinement, mais ça ne veut pas dire qu'on veut pas se lancer, qu'on ne croit pas en la boîte et qu'on va couler direct. On s'est même dit, c'est un bon test pour voir si on a vraiment envie de travailler ensemble, on a vraiment envie de consolider un peu ce collectif. En face, on avait Anne, qui est d'un naturel un peu plus sensible, en tout cas plus émotionnel là-dessus. Et du coup, il a fallu qu'on la rassure un peu sur ces moments-là parce que on savait que on aurait 3-6 mois, voire plus, où on n'aurait pas d'activité, où on se lance. Du coup, ça veut dire les revenus, c'est plus compliqué. L'activité, on sait pas ce qu'on fait, on se perd un peu dans cette identité. Donc, on a été un petit peu pour la rassurer. Donc, ça a été assez dur pour toi, Anne, je te laisserai le détailler de ton côté. Mais nous, on a essayé de prendre le pli inverse, en tout cas avec Christophe, pour dire justement, on va se rassurer. On savait que tout serait pas parfait dès le début. On avait prévu que ce soit beaucoup mieux. Mais finalement, on savait qu'on pouvait avoir ce genre de cas. Alors on n'avait pas imaginé ce cas un peu extrême, mais ça faisait partie des possibles. Personne prévoit un truc comme ça, en tout cas. Ouais, c'était pas évident. Mais on s'est dit, ça faisait partie des possibles. On a quand même envie d'y aller. On n'est pas parti pour se dire, si on fait pas de chiffre d'affaires le premier mois, on arrête. Donc là, l'épreuve était un peu plus rude, mais on était déjà un peu préparé à ça. Parce que moi, j'avais déjà monté une boîte avant, donc je savais un peu ce que c'était que ce mouvement entrepreneurial avec les risques qu'il pouvait avoir. Là, on avait un peu plus de risques financiers que j'avais eu par le passé. Donc, c'était des choses à prendre en considération, mais qu'on avait déjà plus ou moins en tête. Et comme le disait Pascal, effectivement, des trois, c'était moi la grande stressée. Et d'ailleurs, je remercie tous les deux de m'avoir supporté pendant mes petits pics d'angoisse. Et j'étais stressée, c'est pas que je croyais pas dans la boîte, pas dans notre capacité à faire quelque chose, à avoir une super aventure. C'est tout simplement parce que ça m'a vraiment confrontée à des choses qui sont importantes pour moi, à mes valeurs. À savoir qu'il y a un élément fondamental, c'est l'indépendance financière. Et là, je me suis retrouvée, alors effectivement, on n'avait pas prévu un démarrage avec un CA complètement génial dès le premier mois, on le savait, on s'était préparé pour, moi j'avais en toute transparence un certain volume d'économie. Par contre, je savais que ça ne pouvait durer qu'un temps. Alors, j'étale un peu ma vie perso, mais pour faire très simple, il y a quand même un moment où je me suis retrouvée à devoir demander à mon conjoint de prendre en charge plus que sa part
dans les frais du couple. Et c'est ça, en fait, surtout qui m'a mis mal à l'aise. C'est ce risque de perte d'autonomie, d'indépendance. Donc, c'est pas un problème du tout de confiance dans la qualité ou la solidité de notre projet. Dans la proposition de valeur qu'on avait, c'était vraiment très, très personnel. Et là encore, merci les garçons de m'avoir supporté pendant que je stressais et que je vous partageais peut-être un peu trop mon stress. Supporter dans le bon sens du terme. Cette période-là, je pense que moi, j'aurais 2 choses, je pense, essentielles à dire. La première, moi, j'aime bien voir les choses sous l'angle de l'opportunité. Et aussi stressant qu'était ce premier confinement, c'était, moi, je le vois comme une opportunité d'effectivement d'affirmer le fait que on avait vraiment envie de faire ce qu'on voulait faire. Alors, c'est un peu attaquer l'Everest par la face nord, hein, mais ce moment un petit peu challengeant, on va le dire comme ça, je pense qu'on l'aurait eu de toute manière et à tout prendre, autant l'avoir dès le début. Donc, pour ça secoue un peu le panier, ça nous permet de voir ensemble et individuellement si effectivement on se sentait bien engagé dans l'aventure. Moi, de mon côté, en fait, je voulais pas revenir en arrière. Une fois les choses engagées, même dès le premier jour, je me disais pas, tiens, si au bout de 30 jours, 60 jours, ça marche pas, il faut que je déclenche le plan B. J'ai jamais vraiment prévu de plan B, en fait. La deuxième chose que ça m'inspire, c'est qu'en fait, je me suis aperçu que j'ai appris des choses, notamment chez mon employeur précédent. Comme je te le disais, j'ai une activité commerciale. J'étais directeur d'agence, donc je faisais de l'accompagnement de mes consultants, plus une activité commerciale. Et mon directeur commercial, en fait, il m'a appris à garder la tête froide. Parce qu'une activité commerciale, on s'en rend pas compte, mais c'est un truc assez compliqué, hein. Les commerciaux, on aime bien ne pas les aimer, mais ils ont quand même un sacré boulot de chien, parce qu'en fait, ils sont obligés de faire un boulot sur lequel ils ont 0 contrôle. Ils n'ont pas le contrôle du timing, ils n'ont pas le contrôle des clients, et donc tu as des périodes où rien ne mord, il ne se passe rien. Et là, mon directeur commercial me disait tout le temps, bah écoute, prends les choses avec calme, Christophe, s'il se passe rien, profites-en pour préparer ta prospection, etc. Et puis, à un moment donné, ça va marcher, effectivement, et des moments où les planètes s'alignaient, ça marchait bien. Donc, finalement, j'ai appliqué un petit peu cette façon de vivre au moment du Covid, et c'est ce que j'ai partagé à Pascal et à Anne. Quand ça a commencé, moi j'aurais dit, surtout le truc important, c'est d'appeler personne. On va surtout pas appeler des gens, des prospects potentiels qui sont hyper stressés, et on va rajouter du stress dessus en les appelant, parce que dans 3 mois, quand les choses iront mieux, on va les appeler, on va dire, ah, c'est vous qui m'avez appelé là au moment où c'était pas le bon moment. Donc on a passé 3 semaines tranquille chez nous, enfin plus ou moins tranquille en fonction de notre naturel, on va dire, Anne, mais à réfléchir à ce qu'on allait faire quand les choses allaient se décanter, quand la poussière allait un petit peu retomber. Mais on a commencé par rien faire. J'aime bien la manière dont tu l'amènes parce que ça fait résonner 2 choses chez moi. C'est que, 1, vous avez eu cette capacité à retourner la situation comme étant une opportunité, ce que tu disais Pascal, c'est qu'en fait, vous avez changé un peu l'objectif initial. Oui, vous montez une boîte, forcément on veut qu'elle prospère. Il s'avère que le démarrage est plus difficile que prévu. Et vous focalisez ça sur l'expérience collective et une manière de vous confirmer que lorsque vous êtes associés ensemble, c'est pas pareil que simplement être collègues ou amis. Au moins, vous savez que ça marche ou ça marche pas. Et le deuxième aspect que je trouve à la fois courageux et en fait assez honorable, c'est que vous n'avez pas fait transpirer votre propre stress sur les autres. Parce que au final, alors Anne, parce que là vous le voyez pas, mais il y a des petits clins d'œil complices qui se font dans la salle. Mais de ce que j'entendais de Christophe, c'est que effectivement, il y a plusieurs manières de se comporter lorsqu'on est sous stress de cette manière-là. Soit justement, on tape à toutes les portes. Et justement, parce qu'on est en galère, on emmène un peu les gens avec nous. Là, vous, au contraire, vous êtes restés chez vous, au sens littéral du terme d'ailleurs, et vous avez essayé de rester le plus paisible chez vous pour ensuite aller vers les gens lorsque c'est nécessaire. Et je trouve que c'est assez honorable dans ce sens-là. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je rebondis un peu sur ce que disait Christophe pour te paraphraser un petit peu, Christophe. Mais il y a vraiment 3 éléments qui ressortent. Le premier, c'est effectivement cette épreuve du feu où on se dit, là, on est confronté directement à une situation. Tu dis, ça aurait pu finir par arriver. Pas forcément, on aurait pu ne pas être confronté à ça. Et il y a des boîtes qui explosent comme ça au premier dysfonctionnement, etc. Là, on l'a eu très tôt. On s'est dit à ce moment-là, ok, on a les premières vraies décisions, les premières turbulences.
comment on réagit. Et effectivement, comme tu dis derrière, on s'est retourné pour dire, mais en fait, on va consolider le collectif et on va être ensemble. Deuxième truc qu'a dit Christophe, et je pense que c'est aussi intéressant de le rappeler parce que on avait plus ou moins la même chose en tête, mais pas forcément formalisé. Il a fallu peut-être un peu plus de recul, en tout cas pour certains. C'est le côté pas de plan B. Et le fait de pas avoir de plan B, ça permet de tenir sur un changement. Et on est un peu sur le sentiment d'urgence où on dit, en fait, on n'a qu'une option, c'est celle-là. Parce que si on commence à se dire, on a plusieurs options, en fait, on est déjà un peu en train d'abandonner. Et là, vraiment, le fait de se dire, on n'a pas d'autre option, c'est vraiment ce qu'on veut, parce qu'on l'a réfléchi avant, parce qu'on y va sereinement, ça nous a permis de dire, oui, c'est ça qu'on veut construire. On a ce collectif, on a des turbulences qui n'étaient pas forcément prévues, mais c'est ce qui va enrichir un petit peu notre projet, consolider et faire que ça va durer peut-être encore plus longtemps. Et après, effectivement, sur le côté supporter, on est complètement dans ce collectif qu'on veut construire. L'idée, c'est pas de se stresser les uns les autres et d'aller stresser effectivement le marché et de mettre en péril, d'avoir cette vision un peu plus moyen-long terme et de se dire, très bien, comment on veut construire ce collectif dans la durée. Aujourd'hui, ça marche pas. Gardons un peu la tête froide, autant qu'on peut en tout cas, pour aller préparer la suite. Et je confirme, en tant que grande stressée de l'équipe, surtout sur cette phase, je l'ai déjà dit, j'ai jamais eu le moindre doute en fait sur la valeur de ce qu'on essayait de construire, sur le fait qu'on avait vraiment un projet d'entreprise qui faisait sens, qui nous parlait, dans lequel on était engagé. Moi, c'était vraiment juste un questionnement que j'avais sur ma capacité à tenir dans ma tanière jusqu'au moment où on allait pouvoir, mais en fait, ressortir, rechercher des clients, rechercher du boulot. Moi, c'était vraiment cette notion d'endurance qui me perturbait. Ça fait longtemps qu'on parlait de ce projet, c'est le résultat on peut même dire d'années, d'échanges, de discussions. C'est pas une idée qu'on a eue comme ça, juste parce qu'on a vu une opportunité marcher. La société, ça correspond vraiment à ce qu'on veut faire, à une aventure qu'on a envie de vivre ensemble. Et on se connaît suffisamment pour vraiment qu'il y ait cet ADN commun, en fait. C'est nous. C'est ce qu'on veut construire ensemble. C'est pas un truc fragile, c'est pas juste une opportunité de se faire de l'argent. C'est pas ça. Bon, maintenant, effectivement, à titre perso, je me serais bien passé de la phase Covid et compagnie. Mais au final, on a survécu, les choses sont débloquées. Et en fait, quand le marché a retrouvé un niveau d'activité acceptable, en fait, ça nous a aussi prouvé que nous, notre proposition de valeur, elle faisait sens, que notre projet d'entreprise faisait sens. Et c'était même la plus belle des confirmations. Au moment où tout redémarrait, nous aussi, on a bien redémarré. Ce qui veut dire que ces N mois de sous-activité subie ont pas plus que ça entravé la capacité de l'équipe, en fait, à faire des choses impactantes. Et je trouve que c'est la beauté de votre histoire. Et je pense que ça a aussi consolidé vos liens, parce que c'est souvent dans la galère qu'on se rend compte qui sont nos vrais amis. Et justement, Anne, tu m'aides à faire la transition. C'est que là, on parle du moment un peu choc, qui a été un peu difficile, comment vous l'avez vécu. Mais j'aimerais bien qu'on remonte un peu le temps et que vous m'expliquiez l'idée. Elle vient d'où, pourquoi, comment et justement ce qui s'est passé. Vous vous souvenez un peu de ça ? Oh que oui. Le tout début de l'histoire, et j'ai tout dévoilé, c'est qu'en fait, tout est de la faute de Christophe. On peut dire grâce à Christophe aussi. Oui, ouais, c'est plus marrant si on parle de faute. Je suis un peu le fautif. Alors, je vais commencer le tour de table. Sur celle-là, effectivement, bon, je l'ai un peu dévoilé. Moi, je me questionne beaucoup, j'aime bien réfléchir, etc. Et je suis un peu l'ancien de l'équipe. Enfin, pas un peu, je suis nettement l'ancien de l'équipe. J'arrive dans une tranche d'âge où, finalement, on finit par se dire tiens, mais la retraite, elle est dans un certain temps qui n'est pas forcément si éloigné que ça. Et ça a été le début de ma réflexion. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais puisqu'on a dit qu'on dévoilait tout, on dévoile tout. Ma réflexion à titre personnel a été de me dire, depuis des années que je travaille dans ce domaine-là, de temps en temps, je me pose cette question, de me dire, tiens, ça serait bien, si j'avais ma boîte, je ferais telle chose, je ferais telle chose. Et puis, quand on est dans la dernière ligne droite, en tout cas, moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'arriver, justement, au moment de la retraite en ayant des regrets. En me disant, j'aurais peut-être dû essayer, j'aurais peut-être dû le faire. Et là, j'ai eu deux réflexions. La première, c'était de me dire, à un moment donné, faut y aller, faut pas avoir de regrets, faut y aller. Mais c'était corrélé aussi à une autre réflexion, qui était de me dire, j'y vais pas n'importe comment. Si j'y vais, déjà, c'est pas une activité d'indépendant que je cherche, et je veux le faire avec des gens avec qui j'ai envie de travailler. J'ai envie de le faire avec des amis. Et en fait, là, ça m'a paru personnellement une évidence que fallait que ça soit Pascal et Anne. Et que si c'était pas Pascal et Anne, je me voyais pas partir dans cette aventure. Et donc,
Comment est-ce que tu en es arrivé à avoir cette première conversation? Parce que donc tu réfléchis de ton côté, il y a ces choix qui sont un peu personnels, et à un moment donné où tu réunis ces deux personnes et puis tu leur en parles. Je les ai invités au resto. J'aurais dit globalement, tiens, si on se faisait un resto ensemble, sans leur dévoiler du tout pourquoi. Vous vous rappelez tous les deux? Absolument, oui. Oh, parfaitement, oui. Et je vais laisser embrayer dessus, qui raconte un petit peu ce moment de l'histoire de leur point de vue, peut-être. Donc effectivement, un petit resto à la Défense, on y va sans se méfier, parce que on le croise quand même régulièrement, cet énergumène, et c'est toujours un plaisir de le voir. On se retrouve du coup à table, et là il commence à nous parler un petit peu de ce projet-là. Alors il a vendu un peu différemment, à ce moment-là il parlait pas encore de retraite, il n'y avait pas la réforme et tout ça, donc c'était pas encore la préoccupation principale. Mais il nous a dit effectivement, j'ai envie de travailler avec des personnes que j'estime et de pas être obligé de faire ce qu'on m'ordonne de faire, mais plutôt de me sentir libre et de faire ce que j'ai envie de faire. Moi personnellement, en tout cas, ma première réaction, c'est déjà une fierté, parce que dire que on a envie de bosser avec toi et que on t'estime et on pense que tu fais les choses correctement, c'est toujours agréable. Donc déjà ce premier truc, en plus c'était un sentiment partagé. Donc on se dit oui, effectivement, ça colle bien et on pourrait faire quelque chose. Je pense aussi, moi, ce qui a résonné, c'est ce qui n'était pas forcément évident dans ce que tu disais, Christophe, toi, c'est ce côté profil complémentaire, où on se dit effectivement, on n'est pas tous pareils, donc on va pouvoir être complémentaires dans notre activité, dans nos visions, et s'enrichir les uns les autres. Donc c'est à la fois, on travaille avec des gens qu'on apprécie, avec qui on est aligné en termes de mindset, mais aussi des gens qui vont pouvoir être bons sur d'autres choses, nous alimenter, et que nous, on va pouvoir alimenter aussi. Donc vraiment un collectif, effectivement, qui va être un peu puissant. Après, moi, je me souviens très bien de ce moment-là. Moi, j'ai dit, Christophe, l'idée est bonne, mais c'est pas du tout le moment pour moi. Donc, tu remballes ton truc. Moi, j'ai des engagements, j'ai des choses à faire, etc. Donc, désolé, mais pas maintenant, quoi. Déjà une question de timing à l'époque. Et déjà une question de timing, parce qu'on réfléchit énormément au timing, mine de rien. Et là, Christophe, je pense, a eu aussi la bonne attitude, c'est de dire, en fait, c'est pas une question de tout de suite, c'est une question de moyen long terme. Donc, on était déjà en train de se projeter sur quelque chose. Et il dit, on attend autant de temps qu'il faut, quand c'est le bon moment, quand c'est aligné. Par contre, mûrissez un peu l'idée. Si ça vous tente, on trouvera un moment pour le faire. Et ça aussi, ça m'a séduit et ça m'a embarqué. Le fait de se dire, on n'est pas précipité sur quelque chose et il faut signer pour le mois prochain, sinon ça s'envole. C'est plutôt une vraie construction dans la durée et de se dire à quel moment on le fait, mais on s'aligne pour que ce soit possible. Ok. Anne? Je me souviens aussi très très bien de cette conversation. Et effectivement, moi je m'y attendais, mais alors absolument pas. Et comme Pascal, je me suis sentie extrêmement touchée, extrêmement flattée. J'avoue qu'à un moment, j'ai même pas compris, en mode ok, soit. Alors j'ai peut-être un petit syndrome de l'imposteur, ça c'est pas complètement impossible. Donc j'ai été très touchée, très émue. Maintenant les émotions, ça prend pas mal de place chez moi. Et en fait, ça m'a ouvert des options, à savoir que Pascal l'a dit, lui, il avait déjà une aventure entrepreneuriale. Moi pas, j'ai toujours vécu grosso modo que dans le salariat. Ça faisait un moment que je tournais un peu en rond dans la société où j'étais, où effectivement je subissais pas mal de choses en termes de type de mission, de relations avec les commerciaux qui se passaient pas forcément très bien. Et en fait, ça m'a vraiment ouvert les yeux. En mode, en fait, il y a d'autres modes qui sont possibles. Alors, intellectuellement, je le savais, mais je m'étais juste jamais projeté. Donc, ça a déclenché chez moi une intense phase de réflexion. En mode, ok, ça ouvre des perspectives. Et là encore, le fait qu'il y a eu zéro pression en mode, je veux faire ça maintenant, ni rien, ça a clairement contribué à me mettre en confiance. Je me suis sentie aussi respectée dans mes propres process de réflexion, dans ma façon de voir les choses. Alors, j'étais pas du tout étonnée, connaissant Pascal et Christophe, mais la simple démarche d'honnêteté, de pas de pression sur le temps, le fait d'être en même temps extrêmement pragmatique, à savoir, c'est pas juste un coup à faire, c'est une vraie aventure humaine qu'on veut construire ensemble, et on s'inscrit dans un temps long, et il faut qu'on prenne le temps de s'assurer qu'on a des fondations un minimum solides, sans pour autant procrastiner à outrance. Ça fait partie de la dynamique que j'apprécie. Parce que c'est comme ça que j'aime fonctionner, en fait. Donc, oui, événement très marquant. Grosse surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. Dans mes souvenirs, Christophe a même dit j'ai quelque chose d'important à vous partager ou un truc dans le genre. Et je m'attendais à ce qu'il me parle de son nouveau livre de l'année ou je sais pas quoi. C'est un événement pour lui, ça? Le livre de l'année? Oh oui. Ah oui. Pas tant que ça, j'ai aussi un livre de la décennie, chaque 10 ans. Mais justement, la question que je me pose, c'est que ça arrive qu'il y ait des gens qui nous réunissent et qui nous disent voilà, j'ai une grande idée. Comment est-ce que vous avez appréhendé le partage de cette information qui vous a dit c'est un truc qui est vraiment sérieux? Moi, Christophe, on le sait, il est toujours sérieux.
Ah, ok. Même quand il essaie de déconner, il est sérieux. Donc on n'a pas eu de doute sur l'intention. Et puis il a dit, quand il nous a partagé les choses, il a dit avec beaucoup d'authenticité. Donc en fait, on ne doutait pas à aucun moment du fait qu'il ait vraiment projeté ça sérieusement. C'était pas une idée en l'air, quoi. C'était pas du tout une idée en l'air. Et ça, je pense qu'on n'y a jamais pensé une seconde. On savait que c'était quelque chose de sérieux, de solide, de réfléchi de son côté. Et en plus, quelque chose qui nous séduisait, en tout cas moi qui me séduisait, qui faisait écho, qui avait vraiment ce collectif qu'on pouvait construire. On voyait où c'était. Après, il y avait un autre pendant aussi, c'est qu'on s'est pas retrouvé tout de suite autour d'une idée à dire, voilà ce qu'on veut faire et comment on va le faire. On s'est dit d'abord, l'important, c'est nous, c'est ce collectif. On va rester un petit peu dans nos mindsets et dans nos cœurs de métier, mais on se laisse la liberté, peut-être de construire autre chose ensemble. Et en fait, on s'est pas posé sur du comment, on s'est posé sur du pourquoi. Et ce qui a permis de, pas se poser la question de qu'est-ce qu'on va déployer derrière, quels sont nos clients, etc. Ça, c'était une question annexe. D'abord, c'était pourquoi on veut le faire et pourquoi c'est nous. Et je confirme, c'était vraiment cette notion de construire quelque chose ensemble, quelque chose qui correspond à nos systèmes de valeurs, quelque chose dans lequel on se reconnaît à titre individuel, avec nos particularités, mais aussi quelque chose où finalement nos personnalités, bien que très différentes, en fait, elles sont aussi à la croisée des chemins. Et c'est l'essence même de la société. C'est à la fois ce qui nous réunit et nos différences propres. Et dans le respect justement de ces caractéristiques. Alors ça fait peut-être un peu perché philosophique, ce que je suis en train d'essayer de partager, mais comme je le disais, c'était pas, Christophe a pas dégainé un business plan avec une liste de prospects en mode là on a un coup à jouer là tout de suite maintenant. C'était vraiment, on a envie de vivre un truc ensemble. On sait que d'un point de vue professionnel, on est sur des métiers, on est coach agile quoi. Donc on avait un terrain de jeu commun déjà qui avait contribué à nous rapprocher, mais on s'est jamais dit qu'on pouvait faire que ça. Et c'était pas le but. En fait, moi, dans l'idée de départ, elle était vraiment simple. C'était vraiment de bosser avec des amis, réellement. Pour être franc, cette complémentarité dont parle Pascal, moi, j'ai découvert plutôt plus tard, si je puis dire, même peut-être relativement tard, mais peu importe. Mais ça n'a pas guidé les choses. C'était plutôt une réflexion avec les tripes, me dire, tiens, faut que ça soit avec Anne et Pascal. Et puis, il y a eu ce deuxième effet dont Pascal a parlé, c'est de dire ok mais pas maintenant, et en réalité ça a été aussi à nouveau une opportunité parce que en fait derrière cette réflexion de travailler ensemble, on l'a pas dégainé tout de suite qu'est-ce qu'on voulait faire ensemble. On a commencé par se dire ok ensemble c'est cool. D'ailleurs j'ai appris ultérieurement que il y a une boîte dans la Silicon Valley qui s'est créée autour de ce concept-là qui est Idéo Technologies. Idéo Technologies, quand ils ont monté la boîte, c'est qu'ils voulaient bosser entre potes, mais ils n'avaient pas idée de ce qu'ils allaient faire ensemble au départ. Finalement, a posteriori, c'est assez rassurant de voir qu'une boîte qui a autant de succès que Idéo Technologies puisse partir sur des bases comme ça. Et donc, finalement, il nous a offert ça, Pascal. Il nous a offert ce temps pour se dire, OK, maintenant qu'on sait qu'on a envie de le faire ensemble, quel sens on a envie d'y donner? Et c'est d'ailleurs lui qui a impulsé cette réflexion au départ. Utilisons ce temps-là pour voir justement quelle orientation, quel sens on veut donner à notre entreprise. Ça me fait penser à deux choses, parce que la beauté de ce morceau d'histoire que vous nous racontez, c'est que l'étincelle du départ, ça a été simplement une conviction et un rêve, mais quelque chose qui est finalement suffisamment flou pour qu'on puisse y mettre ce qu'on veut. Et au final, vous avez eu la conversation qui simplement a connecté des gens ensemble. Et c'est le démarrage. Mais ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est vraiment la dimension où vous n'aviez pas tout planifié, tout n'était pas rationnel derrière. Il y a une dimension finalement très émotionnelle et très humaine pour démarrer un projet. C'est-à-dire que, parce qu'on le sait après que vous allez réfléchir au timing et on sait le résultat que ça donnait, mais au-delà de ça, là, on sent quand même que c'est ensemble, on veut faire quelque chose, on ne sait pas quoi. Et je vais juste rappeler à deux personnes d'entre vous que moi aussi, j'ai participé à l'organisation d'un événement avec vous deux. Alors Christophe, t'étais plus là, je crois, Non. À cette époque, parce que nous, on s'était croisés plus ailleurs. Et on a eu le même problème. Et c'est là que je trouve que c'est beau, c'est que des fois, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que le souvenir que j'en ai, c'est que nous, on a vécu une expérience et on a voulu remonter quelque chose. Et on savait que c'était avec ces gens qu'on voulait le faire. Et je me rappelle qu'on a eu plusieurs moments où on en a parlé, mais on n'a jamais réussi à trouver le quoi, en fait, on voulait faire. Et aujourd'hui, on voit ce que ça a donné. Mais je trouve ça intéressant de se dire que des fois, justement, ça ne part de rien et qu'après, vous avez fait le cheminement ensemble et que vous avez pu éclore à votre manière.
Pour rebondir un petit peu là-dessus, parce que tu mets le doigt sur effectivement toute l'équipe qu'on avait autour de l'organisation du Scrum Day 2015, je pense que une des clés, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est cette histoire de plan B. C'est-à-dire qu'en fait, le Scrum Day, c'était une activité qu'on avait tous en parallèle d'autres choses. Et du coup, tout le monde avait un peu ses projets pour la suite, plein de choses à faire, etc. Là, quand on s'est posé et dire, en fait, ce sera notre activité principale et on va vraiment se projeter là-dedans et ça va être un petit peu notre vision d'avenir, on n'avait pas ce plan B là. Donc, on se projetait pleinement là-dedans et on avait envie d'embrasser ce changement. Quand on est dans un cas où on était embarqué sur cette organisation d'événements, on était toujours un peu dans un plan B, voire plan C. Et ce qui fait qu'on a du mal à embarquer les gens. Alors après, ça peut devenir une préoccupation principale, même si c'est pas notre activité principale. Mais en tout cas, je pense que ce qui a pu manquer, en tout cas avec le recul que j'en ai aujourd'hui, pour moi, c'est ce côté-là de se dire, en fait, on veut tous continuer dans cette direction et on a tous cette préoccupation ensemble. Là où, de ce que j'en connais, après on croise encore très souvent toutes les bonnes personnes qui faisaient partie de ce collectif, qui sont tous partis dans des directions très intéressantes mais assez différentes, qui font que on a moins un collectif maintenant, mais des gens très bien un peu partout, quoi. C'est vrai que un élément qui me paraît important aussi dans votre histoire, c'est que vous étiez 3. Nous, à l'époque, on était quoi, 10 Ouais, on 15? était un peu plus 10, ouais. Et je pense qu'il y a un moment donné où le nombre a une importance pour prendre des décisions, pour effectivement avancer ensemble et créer un objectif commun qui est cohérent. Anne, t'en penses quoi? Que s'aligner à 15, c'est forcément beaucoup plus compliqué que s'aligner à 3. Je rejoins Pascal sur le côté on n'avait pas de plan B. Pour rebondir sur le côté organisation d'événements, moi typiquement, je continue à m'investir et j'ai trouvé un plan B. Donc c'est quelque chose qui est important pour moi, effectivement, le côté communauté, partage et ainsi de suite. Et dès 2016, j'avais trouvé mon plan B dans lequel je suis encore aujourd'hui et dans lequel je continue à m'éclater. Mais cette question de plan B, je rejoins Pascal, on s'était pas posé. Ça a été vraiment OK go, allons-y. Et je regrette pas du tout, même si après, effectivement, je me suis posé énormément de questions en mode est-ce que quand même j'aurais pas fait une bêtise? Non, puis non. C'est pas une bêtise. De toute façon, je continue. Puis de toute façon, j'ai pas le choix. Puis de toute façon, j'ai 2 personnes géniales qui m'épaulent et qui me secouent régulièrement quand j'essaie de re-rentrer dans ma taupière. Et justement, juste en une phrase pour chacun d'entre vous, quand vous êtes au restaurant, vous levez, vous allez payer l'addition, vous arrivez au moment où les chemins se séparent, est-ce que vous vous rappelez en fait de ce qui vous est resté en tête de ce moment-là? Alors moi, je peux prendre la parole en premier, c'est que je me souviens absolument pas. C'est une espèce de confusion en fait, parce que là on a un peu effectivement percuté sur la proposition. On arrive en n'ayant pas du tout conscience que ça va être ça. Je pense que Christophe lui va avoir un ressenti différent parce que lui était le seul qui savait exactement ce qu'il allait pouvoir dire. Mais en fait, on cogite énormément et donc en fait c'est à la fois des émotions, des réflexions, des projections et aussi des contraintes actuelles qui font mais comment ça va rentrer dans un avenir plus ou moins proche. Et en fait c'est toute cette confusion là avec laquelle on rentre. Donc pour moi, sur le trajet, c'est extrêmement confus. Et c'est après, dans les semaines, mois, /années qui suivent, qu'on va mûrir un peu le truc et se dire, ah ok, je vois comment ça va s'agencer, je vois ce qu'on peut faire. Et oui, je consolide cette conviction que c'est la bonne idée. Moi, de mon côté, c'était en fait une myriade d'options. Effectivement, déjà une grosse charge émotionnelle. Je m'y attendais pas du tout et waouh. Et derrière, une myriade d'options, y compris des options que j'avais jamais eu l'idée de commencer à explorer. Et un peu comme Pascal, pas mal de flou, pas de décision arrêtée, pas de conviction à date. Je suis plutôt parti dans une démarche d'évaluation de toutes les options, des impacts, de ce que ça pouvait tirer. Et puis en me posant à la fois des questions extrêmement terre à terre et qui étaient beaucoup trop tôt que je me pose, mais on ne se refait pas. Et derrière, réfléchir un peu, prendre un peu de recul et me reposer moi la question de ok, mais finalement, qu'est-ce que je veux? Pourquoi est-ce que ça me parle? Pourquoi ça me touche comme ça? Est-ce que je me suis aperçu en fait qu'il y avait un énorme écho que j'avais pas été capable de formuler. Donc oui, beaucoup de confusion. Après, moi, mon temps de trajet était pas énorme, donc. Et je sais que par contre, que quand je suis rentrée chez moi, j'en ai absolument pas parlé à mon conjoint. Je l'ai vraiment gardé pour moi. J'en ai parlé à personne, peut-être à toi, Pascal, et encore, même pas. Bon, on était ensemble. Ouais. En vrai, ouais. Mais j'ai vraiment eu besoin de ce temps d'analyse, presque de digestion, avant d'être capable de poser en fait des mots. Donc oui, état de confusion aussi. Cerveau en ébullition. Alors moi, c'est forcément un peu différent. Tu venais avec l'intention initiale, donc c'est intéressant d'avoir le recul après. Je venais avec l'intention initiale. Alors, moi, j'ai bon espoir que Pascal et Anne disent oui. Ça fait probablement partie de mes petits talents parce que, en tant que manager, j'ai fait beaucoup de recrutement. Généralement, quand j'ai envie d'avoir des gens, j'arrive à les avoir. C'est assez rare qu'on me dise non. T'es comme ça, toi.
Voilà, j'ai peut-être qu'un seul talent et c'est celui-là. Mais En plus des chemises, quand même. ouais. Mais ça, c'est le créateur des chemises qui a le talent. Hein. Moi, je passe juste à la caisse. Tu es le modèle. Voilà. Dans le cas présent, évidemment, les enjeux étaient plus élevés que d'habitude. Donc, t'es un petit peu plus stressé par rapport à la réponse qu'allaient me donner Pascal et Anne. T'avais un sentiment de stress quand tu y allais? Moi, je suis toujours un peu stressé de toute façon. Donc, c'est un peu mon naturel. Voilà. Donc, Pascal a su, comme il sait bien le faire, me prendre un peu à rebouche-poil en me disant oui, et il y a telle chose. Et je me suis dit, ah mince, il a raison, je l'avais pas vu venir. C'était se donner une raison d'être. Donc, en ressortant, moi, j'avais plutôt une espèce de vision checklist. Où je me suis dit, bon, c'est bon. La première case, j'ai réussi à la cocher. Maintenant, il y en a une deuxième qui se présente. Si on veut effectivement avoir cette aventure, et il n'y a aucun doute sur le fait que j'ai envie de l'avoir. Donc, je me suis dit, bon, faut que je commence à y réfléchir et que la prochaine fois qu'on se revoit, que j'ai des choses à mettre sur la table. Et je me projetais déjà sur l'étape suivante sur laquelle Pascal a un peu pris la barre, en fait. Et ça, c'était cool que, effectivement, cette barre, on la partage. Je l'ai tenue dans la première heure et puis ensuite, Pascal l'a prise de manière très naturelle. Ce qui permettait aussi de confirmer que ça pouvait être une bonne idée de travailler ensemble. Parce que à la fois, moi, j'ai pu prendre la barre, effectivement, sur ce moment-là, mais aussi Christophe a su la donner assez vite. Il aurait pu se dire, c'est mon idée, c'est mon projet, donc c'est moi qui décide. Et en fait, pas du tout, c'était vraiment une invitation complètement ouverte à dire, construisons ça ensemble. C'est marrant, ça veut dire que toi, Christophe, voilà, t'avais coché ta case, c'est bon, j'ai réussi à avoir les personnes que je voulais, et puis ensuite, on va construire le chemin. Tu rentres, tu dis, voilà, c'est bon, j'ai fait mon premier... Alors c'est ça. Après, si on veut prendre un peu de recul, le côté un petit peu marrant, c'est le moment de citer le célèbre Helmut von Moltke et de dire... On va le citer qu'une fois, je crois. Ouais. On va le citer qu'une fois parce que son nom est imprononçable. C'est aucun plan ne résiste au contact avec l'ennemi. Et c'est là qu'on a vu qu'effectivement, c'est 2 ans? Je sais plus combien de temps. Je crois que c'est 2 ans. Ouais. 2 ans, ouais. À préparer, à mûrir des plans, etc. ont complètement changé du jour au lendemain. Non seulement ça a changé du jour au lendemain parce qu'effectivement, on est un peu le cataclysme qui est passé par là, mais en fait, notre façon de le voir, je dirais, dès fin 2020 et plus en 2021, on a commencé à voir finalement cette aventure de manière différente. Tu vois, tu parlais de changement tout au début. Et en fait, assez rapidement, on s'est fait cette réflexion de se dire, parce que tu vois, en 2020, on était en mode survie. 2021, on était déjà sorti quand même de ce mode survie. Et on a commencé à se dire, tiens, comment on pourrait faire pour que Sensei, chaque année, ne ressemble pas à la précédente, mais soit une progression. Et qu'on ait une histoire à raconter, qu'on soit capable de dire 2020 c'était ça, 2021 c'était ça, etc. D'ailleurs, Pascal, on a même fait un jeu de cartes de ça. Mais voilà. Et du coup, tu vois, c'était pas du tout une réflexion qu'on s'était faite pendant ces 2 premières années, qui étaient plus orientées sur le pourquoi de cette boîte, etc. Et finalement, une fois qu'on était dedans, qu'on a pris ce cataclysme, on a vu les choses un petit peu différemment. On a gardé cette idée du sens, mais on est plus parti sur une idée de progression, d'histoire à raconter, sans forcément beaucoup se stresser à se dire mais dans T plus 2 ans, T plus 3 ans, qu'est-ce qu'on sera? On était plus à se dire tiens, qu'est-ce qu'on va construire d'un petit peu différent, d'un petit peu mieux l'année prochaine. Tu vois qu'il y a un mindset différent finalement de ce temps de préparation. Et justement, là, le moment où tu leur proposes, les invites à ce nouveau projet, c'était quand? L'année, c'est quoi? C'est 2018, 2019? J'aurais dit 2017, 2017. 2017, il me semble. Ok. Ouais. Et donc ensuite, il se passe un certain temps, donc vous dites 2-3 ans, c'est ça, de mûrissement. Le nom, parce qu'on parle de Sensei, ça vient bien de quelque part. Qui a eu l'idée? Pourquoi? Comment? Je vais laisser celui qui a eu l'idée en parler. Je vois pas de qui tu parles. Donc je m'inscris en faux, je suis pas le seul responsable de ce nom. En fait, on a eu une réflexion globale où on s'est dit tiens, on veut créer notre identité. Et on a réfléchi à plusieurs choses et on a procédé par vote pour savoir ce qui nous convenait le mieux. Donc Christophe même a voté, même s'il le renie aujourd'hui. Et le nom Sensei, nous, ce qui nous faisait écho pour nous, c'est nous, on voulait se concentrer un peu sur l'essentiel, revenir un peu sur les choses qui comptent et qui ont l'impact. Donc nous, il fallait qu'on ait cette partie essentielle qui résonne dans notre nom, quelque chose qui apporte du sens. Et
Autre chose qui a fait écho, c'est que nous, on est alors surtout eux sont plus vieux, et donc il y a un peu ce côté éminence grise, et on veut faire grandir les gens. Du coup, on a apporté le mot sensei, qui est le mot japonais pour dire maître, celui qui amène vers la maîtrise et la connaissance. Et du coup, on a mergé un peu les deux, on a fusionné un peu les deux, et donc on a essentiel et sensei qui deviennent essensei, avec le sens au milieu du nom, qui pour nous reflétait pas mal ce qu'on avait en tête, en tout cas dans ce qu'on voulait porter en tout cas. Et en toute transparence, effectivement, toutes ces réflexions autour de la marque, de l'identité, mais on a aussi bénéficié d'un accompagnement. Quelqu'un qui nous a aussi pas mal challengé, notamment sur notre capacité à expliquer l'histoire, à expliciter l'identité, les valeurs qu'on voulait porter, qu'on voulait afficher. C'est allé en fait aussi jusqu'à la création de la partie graphique de la marque. Et là, pour le coup, je salue quand même l'initiative de Christophe, qui a eu le réflexe effectivement d'aller chercher cet accompagnement, qui nous a bien aidé, je pense, qui a au moins permis de faciliter pas mal la conversation, puis qui nous a aussi mis pour le coup à nouveau dans un timing, à savoir que on avait une prestation d'accompagnement, qu'on n'allait pas prendre 2 ans à trouver le nom de la société, et qui a un peu provoqué le fait de se poser un certain nombre de questions structurantes et puis de prendre des décisions. Et justement, je me posais la question, le nom, est-ce qu'il est arrivé plutôt en début de parcours, en milieu de parcours ou plutôt en fin de parcours? Relativement tard. Ouais, relativement tard. Ouais. Moi, j'aurais dit quand même milieu de parcours, parce que en fait, on avait déjà toute cette réflexion sur on veut le faire ensemble. On avait quand même défini pas mal de choses. Maintenant, avant de pouvoir commencer à avoir une activité commerciale, de pouvoir déposer un nom juridique, etc., il nous fallait ce nom-là. Donc, moi, je dirais c'est pas le début de l'histoire, clairement. Ouais, c'est 2019, je crois. Mais c'est pas si tard que ça. Si, c'est assez tard. C'est assez tard quand même, Si, de mémoire. C'est toujours relatif par rapport à l'âge qu'on a, tu sais. Hein. C'est... Sans Christophe va changer de nom bientôt. Ouais. Mais c'est vrai changer que de nom de la boîte. voilà. Je posais la question parce que vous avez l'étincelle du resto et le fait d'avoir un nom, ça cristallise souvent quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes dans un mouvement qui reste un peu flou, vous commencez à le construire pas à pas et d'un coup, dès que vous avez le nom, ça y est, il y a quelque chose qui se matérialise, qui devient concret, vous pouvez vous appeler de cette manière, il y a quelque chose qui transparaît les valeurs que vous voulez faire passer. Et je me posais la question parce que soit vous trouvez le nom tout de suite et ça drive toutes les choses qui viennent derrière, soit c'est une manière de consolider tout ce que vous avez commencé à travailler. C'était clairement de la consolidation. En fait, on s'est projeté longtemps avant sur cette abstraction, sans avoir de nom et sans même, en tout cas pour ma part, avoir besoin de le nommer. On savait ce que c'était et effectivement, il n'y avait pas de nom associé et le nom n'a pas été si naturel que ça pour nous au début, en tout cas. Non, clairement pas. D'ailleurs, on l'a choisi à nouveau durant un resto, donc les gens vont penser qu'on fait que bouffer chez Sensei. Ça nous arrive aussi. On prend le risque. Et dans ce chemin, donc on voit que sur le chemin, il y a la matérialisation du nom, qui est un moment fort. Est-ce que vous avez des anecdotes ou des faits marquants que vous avez en tête qui vous ont aidé à construire la boîte, consolider l'idée? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit? Excellente question. Moi, j'ai pas vraiment de faits marquants sur entre la discussion initiale au restaurant et le fait qu'on se lance. Si je devais reprendre les dates, effectivement, il y a eu la discussion au resto, il y a eu le temps qu'on s'est dégagé à squatter un peu les uns chez les autres pour commencer en fait ce travail de consolidation, d'échange et compagnie. Vous avez pris du temps quand même. C'est-à-dire qu'officiellement, vous avez quand même pris un certain temps pour avoir cette conversation. Et du temps en commun, du temps chacun de notre côté, du temps en commun. On a pris du temps pour la fameuse prestation parce qu'on s'est retrouvé avec des ateliers organisés sur des créneaux convenus. On s'est organisé pour démissionner à peu près en même temps. On a tous démissionné en novembre 2019 pour être libérés en février pour se lancer en mars, parce que mars-avril, c'est le meilleur moment. Timing, comme on l'a dit, c'est le bon timing. On le sait maintenant. Mais j'ai plus l'impression d'un souvenir, en tout cas, d'un peu d'une réflexion au quotidien, d'échange. On n'avait pas pris des rendez-vous, genre on se voit absolument toutes les semaines, entre 18 et 20 heures le vendredi, au Café Bidule pour plancher sur le business plan et compagnie. On n'était pas aussi structuré. Alors, moi, j'ai une petite quelque chose qui revient comme ça en mémoire. C'est pendant le temps du Covid, donc on avait déjà lancé la boîte, mais on avait peu d'activité, forcément, avec ce contexte-là. Et on s'est dit, tiens, on va plancher sur une présentation commerciale, corporate, de la boîte. Et là, on a fait des réflexions et des échanges sur un doc énorme, à poser plein de trucs en disant non, c'est pas nos valeurs, et puis il faut le présenter différemment, et puis
Et on a commencé à présenter une première fois ce doc, et là on nous a regardé et fait « Non mais faut pas le présenter en fait, c'est pas bon du tout ». Et là on a passé des mois et des mois dessus, mais aussi parce que il fallait s'occuper un petit peu dans cette période un peu stressée. Et cette presse, on l'a jamais ressortie. En fait, on a eu des réflexions, on a eu des questionnements, mais en fait, tout ce qu'on a mis là-dedans, c'était pas l'essence de la boîte, c'est toute la conversation autour. Et maintenant, on est beaucoup plus aligné sur comment on veut présenter notre activité, ce qu'on veut faire, etc. Et c'était pas du tout ça. Et donc, on a passé énormément de temps là-dessus, bon, parce qu'on avait aussi ce temps-là, hein, c'était aussi lié. Mais je me souviens qu'on a passé beaucoup de temps autour de ça pour le jeter complètement à la poubelle en disant, en fait, c'est pas ça et c'est pas nous. Vous avez appris ce que vous n'étiez pas. Exactement. Oui, enfin, ça, c'est surtout moi, même réécrit complètement le doc. Oui. Plusieurs fois. Ils ont appris à me connaître, Pascal et Anne. C'est quand ils me demandent de relire quelque chose régulièrement, plutôt que de changer des choses, je réécris tout. Voilà, relire, réécrire, ça commence par la même lettre. Et Christophe est une des rares personnes que je connais qui est capable d'être en désaccord avec lui-même. Assez fréquemment. Je sais effectivement faire ça aussi, absolument. On est allé plus loin d'ailleurs que la présentation de la boîte. C'est les offres. Quand il a fallu poser les offres, c'est pareil. Ça a été des discussions sans fin où on challengeait le moindre mot, la virgule et compagnie. Avec le recul, c'est même un peu embarrassant en fait, parce qu'on a fait ces trucs-là, on a jeté depuis parce que on a appris. On a appris qu'on était ridicule à essayer de se faire un espèce de cadre corporate comme ça pour que les gens aient des bons points de repère. Et que là non plus, c'était pas nous et que, voilà, malgré notre expérience qui est pas zéro quand même à chacun de nous trois, on a fait un peu de syndrome de Stockholm à essayer de s'enfermer dans une manière de voir les choses d'entreprise classique et voilà. Moi, je l'aurais pas formulé comme ça. Moi, je me suis sentie obligée et j'ai contribué au fait de faire ça. Alors, syndrome de l'imposteur peut-être, j'en sais rien, mais je me suis sentie obligée, vu le positionnement un peu premium, d'expertise, de seniorité, d'impact, de forte valeur ajoutée pour nos clients, je me suis sentie obligée d'aller explorer les codes des gros cabinets de conseil qui ont des offres aussi premium. Et là, effectivement, je partage ce que dit Christophe, à savoir, moi, mon apprentissage, c'est que c'est juste pas moi. C'est pas moi, c'est pas nous, c'est pas SNCI. Essayer de reprendre les codes de gros cabinets, en fait, ça... On y a mis une énergie, un temps colossal pour un truc qui, au final, avec le recul, j'ai un côté un peu creux, un peu vide, parce qu'en fait, c'est sans âme. Et c'est ce que tu disais, hein, ça nous a permis d'apprendre ce qu'on n'était pas. Donc, on s'est mis d'accord, on a eu besoin de faire cet exercice-là et de le travailler, de le retravailler pour dire, ça nous convient pas et c'est pas nous, il faut qu'on se libère de ça. Même si c'est ce qu'on pense que les gens attendent de nous, c'est vraiment pas ce qu'on veut faire, donc on ne le fera pas. Et sur le chemin, est-ce que, vous avez eu quelques sujets de conflit, et auquel cas, quels étaient-ce ? Je crois qu'on a eu assez peu de conflits. On a un bon niveau de discussion et d'échange, ce qui fait qu'on est capable de mettre des désaccords sur la table, mais de manière constructive. Donc, je me souviens pas, en tout cas là, je laisse mes camarades autour de la table en reparler. Je me souviens pas de véritables conflits. Je me souviens de désaccords, plusieurs désaccords. Tu te rappelles les sujets ? Est-ce que c'était genre sur alors le nom, j'ai cru comprendre que ça allait, mais est-ce que c'était sur un angle, une offre Je crois qu'il y a eu un peu de tout. Le positionnement, on était quand même globalement aligné, et ça a fait consensus assez vite. Sur les offres, on a eu des questionnements sur les virgules, sur ce qu'on voulait faire, mais de manière assez constructive, ce qui fait qu'on a pu à chaque fois changer, ajuster et adapter en fonction de ce qu'on se disait les uns les autres et prendre en considération ce que disait chacun. Donc ça, sans trop de problèmes. On a eu aussi des désaccords sur la structure de la société, comment on a mis en place un mécanisme de prime entre nous, avec de la transparence pour se dire combien on veut se rémunérer, on veut qu'il y ait une justice, une égalité là-dessus. Et il y avait des points sur lesquels on n'était pas tout à fait d'accord. Et encore une fois, on n'est pas du tout rentré en conflit, on était vraiment en discussion constructive, en disant attention là, si on fait ça, on n'est pas dans le bon mindset, ça, j'ai pas envie de l'avoir, ça, moi je pense qu'il faudrait qu'on le mette en place. Et vraiment, ces discussions constructives, alors ça veut pas dire qu'on n'a pas élevé la voix de temps en temps, mais toujours dans un cadre assez constructif. Elle a élevé la voix, Anne ? Alors, Anne, elle élève la voix de temps en temps, mais assez rarement. Et comme on a tendance à élever la voix un peu plus avec Christophe, mais ça lui arrive aussi d'être en désaccord. Et pareil, c'est du désaccord, je pense, constructif, sur lequel on arrive à entendre, on arrive à s'aligner sur des choses. Et je rejoins Pascal, pour ça, quand moi j'ai eu un blanc quand tu as parlé de désaccord, de conflit, parce que le fait, tu vois, qu'il y ait de la friction sur le fait qu'on soit pas automatiquement aligné parce qu'on n'a pas le même cerveau, on n'est pas une seule personne,
Je le mets même pas dans les désaccords. C'est de l'alignement, on a testé des options. Parfois, on a pu parler un peu vite sans voir tous les impacts et compagnie. Mais il y a jamais eu de fois de... Enfin, j'ai pas souvenir qu'on se soit vraiment quitté une seule fois, fâché. En moi, j'ai un mode, souvenir. Ah, Ça y est, j'en ai un. Non, enfin, quitté. Quitté. On a fait une réunion de travail, c'était il y a pas si longtemps, sur un sujet qui nous tenait à cœur. C'est un sujet qu'on est en train de travailler à fond en ce moment autour de la roadmap. donc c'est plus maintenant. Hein. Et c'est plus maintenant. Ouais. C'est plus maintenant. On s'est retrouvé avec Christophe. Christophe présentait des choses et moi j'étais en désaccord et j'exprimais positivement mon désaccord. On le dira peut-être un peu différemment. Ouais, on va dire comme ça. Mon désaccord. Et en fait, on est resté, ce qui nous arrive assez rarement, on est resté tous les deux campés sur nos positions et sur un point où en fait on ne s'entendait plus là-dessus. Et là, le ton est un petit peu monté, beaucoup plus que d'habitude. C'est peut-être une des rares fois dans toute l'aventure Sensei où le ton est un peu monté. C'est quasiment, ouais, moi je pense que c'est la seule fois. C'est peut-être la seule fois, ouais. J'aurais mon écho là-dessus parce que rétrospectivement, je vois ça sous un angle positif aussi. Donc je vais te laisser finir, mais ça vaut le coup d'être évoqué, clairement. Ouais. Alors, pour moi, de mon point de vue, il y a un moment où moi, je sentais que ça bloquait complètement. C'était en plus en fin d'un atelier, en fin de journée, on était un peu fatigués. Au moment, j'ai dit stop, on n'avance pas, c'est pas constructif. Donc moi, si ça continue comme ça, je sors de la salle et on arrête là. Et ce qui a été le point d'orgue là-dessus, c'est qu'il y a vraiment là du coup un conflit, vraiment quelque chose qui vaut la peine qu'on le dise. Tout de suite, Christophe, il a entendu ça et il a dit ok, là, il y a un point de rupture. Donc je change mon fusil d'épaule et on a pu rediscuter sereinement juste après et même le lendemain on s'est rappelé, on dit ouais t'étais un peu trop sur tes positions, de l'émotionnel, etc. Et en fait c'est parce que c'est des choses qui nous tenaient à cœur tous les deux, une vraie confrontation de valeurs, d'idées, de choses qu'on portait. Et suite à ce point de vue-là, en fait juste suite à ce conflit, derrière on s'est beaucoup mieux accordé et en fait lui a pris en considération ce que je disais, moi j'ai pris en considération ce qu'il disait et en fait on a pu intégrer les deux visions sur une vision commune en disant ok maintenant j'ai mieux intégré et qu'est-ce que tu penses de ça, et derrière ça coulait assez facilement derrière. Ouais, je pense qu'effectivement ce petit événement, je pense beaucoup de gens ont ce genre d'événement, mais le recul qu'on a pris dessus, je le trouve intéressant parce que effectivement c'est un sujet qui nous tient à cœur, sur lequel on est en train de travailler, sur lequel on pense qu'on a trouvé quelque chose d'original qui n'existe pas ailleurs et qu'on veut mettre en valeur, donc du coup on investit du temps dessus. Juste pour être clair, sans forcément rentrer dans le détail, c'est quoi? C'est une offre? C'est une direction que vous voulez prendre pour la boîte? C'est Un concept à la base. C'est un concept? C'est un concept, okay, ouais. En fait. C'est une façon différente de voir la roadmap. Ok. On est toujours sur le travail d'aller au fond de cette chose-là, de voir comment on travaille, que les pratiques qu'on met autour, etc., qu'on met déjà en œuvre chez certains clients d'ailleurs. Ouais. Et en fait, cette chose-là, on s'est dit, en tout cas moi je me suis dit, mais je pense que Pascal aussi en réalité, et Anne aussi, Christian aussi je pense, on s'est dit cette chose elle est tellement intéressante, il faut pas que ça soit le fruit de concessions qu'on se fait, parce qu'on sait bien ce que ça donne quand on a des concessions, eh ben finalement on a un truc un peu mou au final. Personne ne s'y retrouve au final. Donc moi je vais le dire honnêtement, effectivement j'avais envie de rien lâcher, j'avais pas envie de faire des concessions sur des choses que je pensais étaient intéressantes et étaient fortes. Différenciante potentiellement d'ailleurs. Potentiellement différenciant, de façon à préserver la paix des ménages, quoi. Donc effectivement, j'ai rien lâché là-dessus. Pascal, pour faire écho, il a rien lâché non plus. Absolument. Mais rétrospectivement, je me suis dit, tu vois, on parle souvent de conflits constructifs, ouais. Et qu'en fait, on est vraiment là-dedans, tu vois. Si finalement on avait fait des concessions justement pour être tout spot et puis se donner des claques dans le dos, finalement, ce concept qu'on trouve aujourd'hui fort, il serait peut-être pas aussi fort. Il serait probablement délayé dans des choses un peu plus corporates, un peu plus classiques, etc. Et comme Pascal l'a dit, finalement, on a reconvergé derrière, et même d'une manière finalement que j'arrive même pas à expliquer aujourd'hui. À un moment donné, on a tous les deux décidé séparément de travailler sur une espèce de présentation d'introduction du concept. Et en fait, on l'a fait, je me souviens, c'était un lundi. On s'était préservé 1 heure pour travailler dessus et converger sur cette présentation. Mais en fait, on a tout fait en 40 minutes. Parce qu'en fait,
on s'est aperçu, et franchement, je sais pas encore aujourd'hui pourquoi, que finalement, on avait réussi à se retrouver, à se resynchroniser. Et sur cette présentation, c'était très naturellement, on s'est dit, oh bah tiens, ton truc Pascal est mieux, ah bah mon machin là que j'ai, il est mieux. On a fait le tri, on a récupéré les idées de part et d'autre. C'est pas des concessions, c'est des choses sur lesquelles tous les deux, franchement, on pensait que sa partie à lui, elle était plus marquante, elle exprimait mieux les choses. Sur un autre point, c'était ma contribution qui était meilleure. En 40 minutes, on avait plié le truc et non seulement on a produit cette présentation, mais surtout, on a compris qu'on était complètement sur la même ligne et que on n'avait rien dilué. Et en plus, on était de nouveau sur une trajectoire convergente. C'était vraiment effectivement un alignement des planètes. Et pour insister, c'est pas juste on prend un truc de ton côté, on prend un truc du mien. C'est on prend les idées qui ont été posées et on reconstruit quelque chose ensemble. Ouais. Et parfois, c'était pas une idée de l'un ou de l'autre, mais c'était vraiment ce qui faisait sens. Et ce que ça marquait aussi, c'est qu'on était un peu en découverte un peu de ce concept, on cherchait un peu des choses. Et en fait, ça nous a permis vraiment d'aligner les choses et de se dire, OK, maintenant, on sait ce qu'on veut montrer, on sait ce qu'on veut mettre en avant. Et là, on a directement la ligne directrice pour y aller. Et Anne, toi qui étais à côté, peut-être? Alors, pour la petite histoire, ils ont trouvé le moyen de se prendre la tête en un délai très court qui correspond au temps que j'ai utilisé pour sortir de la pièce et aller me chercher un café. Donc, je suis sortie de la pièce, ils étaient tous les deux au tableau blanc en train de gribouiller des trucs en mode « oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Je reviens dans la pièce et je trouve deux personnes butées, je sens que le ton est monté. On sent l'électricité statique dans la pièce et c'est vraiment en mode ok, qu'est-ce qui se passe? Là où je disais que on s'est pas quitté fâché, c'est que quand on a terminé, parce qu'effectivement c'était fin de journée, vous étiez en désaccord dans le sens où vous n'étiez pas réalignés. Par contre, il y avait déjà une volonté marquée tous les deux des deux côtés de stopper justement l'escalade là tout de suite maintenant, de prendre du temps pour repasser en mode rationnel et constructif. C'est pour ça que pour moi je l'ai pas ressenti comme vous êtes quitté fâché. Vous n'étiez pas alignés. Par contre, vous étiez tous les deux partants pour vous réaligner. Mais effectivement, le retour dans la pièce, l'ambiance était électrique. Hein. Le non-verbal, il était magique. Hein. T'es parti combien de temps? Je sais pas, le temps de... Une Non, j'ai dû partir 5 minutes. Hey, comme quoi ça peut aller vite. Je crois qu'on a profité de ce moment-là aussi. C'était une pause dans l'enchaînement. Et du coup, on a profité de ce moment-là pour craquer. C'est à ce moment-là, on a dit, bon, on craque le truc parce que là, ça va pas. Je fais juste une petite pause. Vas-y. Parce que Christophe l'a évoqué, c'est dans l'aventure, dans le parcours, il y a un moment où on s'est dit, c'est très bien ce qu'on construit, mais peut-être qu'on veut agrandir un peu cette aventure. Et donc, on a une 4e personne qui nous a rejoint, c'est Christian, que tu mentionnais tout à l'heure, Christophe, qui est notre premier salarié côté Sensei, qui nous a rejoint il y a combien de temps? Il y a 1 an et demi maintenant? Un an et demi, un peu plus. Donc voilà, juste pour dire qu'on a cette aventure qui grandit et dans le chemin, c'est aussi une étape marquante d'avoir notre premier salarié qui rejoint un peu cette aventure. On n'est pas juste 3, maintenant on est 4. Et merci pour la précision. Ouais. Et pour compléter, quand on parlait business plan, vision du futur et compagnie, on n'a jamais pensé la croissance de la société en se donnant des objectifs d'effectifs. On s'est jamais dit, dans 2 ans, il faut qu'on soit 15, dans 3 ans, on embauche notre premier commercial et compagnie. Là encore, l'arrivée de Christian dans l'équipe, c'est encore une histoire très, très humaine. Alors, je sais, je suis toujours en train de répéter les mêmes choses, mais et c'est dans la lignée de travailler avec des gens qu'on apprécie, travailler avec des gens en qui on a confiance. À savoir qu'on n'a pas publié une offre et puis on n'a pas fait du dépouillement de CV. Là encore, c'est la magie de Christophe qui a joué, à savoir que la question qu'on s'est posée, en fait, c'est dans nos réseaux, dans notre écosystème, est-ce qu'il y a des gens qu'on aimerait embarquer dans notre aventure? Et des gens qu'on sent un minimum réceptifs aussi à cette aventure. Parce qu'effectivement, intégrer une toute petite société, c'est pas du tout la même chose que de travailler pour un groupe établi. Et là encore, ça a été avant tout une rencontre. L'arrivée dans l'équipe d'une personnalité à part entière. C'est pas un mini Christophe. C'est quelqu'un qui nous est complémentaire et qui apporte aussi énormément de choses. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que le mot transparence a pas mal été utilisé et on essaie aussi d'incarner dans la façon dont on anime cette vie d'équipe les principes et valeurs auxquels on est attaché. À savoir que notre 4e larron, on a un niveau de transparence extrêmement élevé avec lui. Il est associé à toute discussion, à toutes nos prises de décision. Et aujourd'hui, j'ai pas souvenir d'une seule décision dans laquelle il n'a pas été embarqué depuis qu'il est là. En tant que dirigeant, effectivement, on a une responsabilité spécifique et du coup, potentiellement un droit de veto ou autre. Mais dans le quotidien, je pense qu'on pourrait demander à des personnes externes qui est dirigeant, qui ne l'est pas,
les gens seraient pas trop capables de le dire en Ouais, nous voyant vous interagir. l'avez vraiment intégré dans votre chemin comme un membre à part entière, même si vous avez un statut différent. Alors, je vois Absolument. bien une décision quand même. On lui a pas proposé de participer au podcast. C'est vrai. Et en même temps, Il n'y avait pas assez de micro. c'est ça. Bah, c'est surtout que lui, il a pas fait partie de cette fabuleuse démonstration de bon timing en mode et là je me lance. Et il sera là pour l'épisode 2 peut-être. Exactement. Il sera là pour peut-être votre podcast un jour. On n'est pas à l'abri. Mais c'est vrai que ce que j'entends de votre histoire, c'est que, et après, corrigez-moi si c'est la mauvaise interprétation, mais il y a toujours un tronc commun qui est très fort chez vous, qui fait que dans vos relations, dans les directions que vous voulez prendre, vous avez un alignement d'ensemble qui fait que vous réussissez quand même s'il y a des petites branches qui poussent un peu sur le côté, à pouvoir en discuter. Parce qu'au départ, c'est une aventure collective. Et donc, l'objectif, c'est pas simplement d'avoir raison, c'est de pouvoir avancer ensemble et de construire quelque chose qui vous correspond à tous les trois. C'est vrai. En réalité, pour moi, ça a même été un peu une surprise de voir comment on arrivait finalement à s'aligner, à converger très rapidement sur les différents sujets. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi facile en réalité. Ouais, je partage aussi ça. Après, pour moi, il y a deux choses. Il y a effectivement le fait qu'on soit aligné, qu'on ait ces mêmes valeurs, ces mêmes convictions qu'on a déjà partagées et repartagées. Et il y a aussi autre chose, c'est le respect qu'on a entre nous, qui fait que on écoute, et même s'il y a un avis radicalement différent, en fait, on le prend pas en mode c'est une opposition. On est vraiment à dire, il doit y avoir quelque chose. Si je suis en désaccord ou si ça correspond pas à ce que moi j'avais, peut-être qu'il faut que j'y accorde un peu d'attention pour comprendre où ça va. Et ce que je trouve très beau dans tout ça, c'est parce que moi, je vous vois, les personnes ne vous voient pas, mais il y a vraiment une complicité dans la salle aussi, même quand il y en a certains d'entre vous qui parlent plus dans le micro. Il y a une force de rappel, il y a quelque chose qui se passe en fait entre vous qui est très beau. Et cette dimension de respect mutuel, je pense qu'elle est super importante parce que c'est une manière de vivre ce que vous vendez à l'extérieur. Et cette cohérence-là, on la voit pas toujours. Ou surtout, on la ressent lorsqu'elle n'est pas présente. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je trouve très beau à voir. Et donc, merci pour l'expérience que je suis en train de vivre avec vous. Et donc, ces conflits constructifs, je trouve que c'est vraiment important de les avoir évoqués parce que on pourrait dire, OK, ils étaient alignés, tout s'est fait facilement. Mais dans un changement de manière générale, bah justement, il y a des points d'achoppement. Là, c'est marrant parce que ça veut dire que c'est il n'y a pas longtemps qu'il y a vraiment eu un point d'achoppement qui est arrivé et vous avez réussi à le gérer. Ça veut dire que vous avez une expérience maintenant d'un point dur et de la manière dont vous pouvez le gérer. Donc maintenant, vous savez qu'il ne faut pas que Anne aille prendre des cafés. On l'empêche maintenant d'aller prendre des cafés. Mais je trouve justement que c'est une belle expérience d'avoir eu ce moment-là. C'est comme dans des couples, par exemple, où ils disent nous, on ne s'est jamais pris la tête. Bah, le moment où ça va arriver, ça va être compliqué s'ils sont jamais préparés, quoi. En fait, on a même tiré profit. Maintenant, ce que je me dis aussi, faudrait pas que ça arrive tout le temps non plus. Hein. Oui, c'est ça. C'est relativement rare quand même pour l'instant, donc on va toucher du bois. Suffisamment rare. On a une occurrence de 1 pour l'instant. Voilà. Mais ce que je trouve aussi super important dans ce que vous avez fait, c'est que la transparence, en fait, c'est un effort et c'est une difficulté. C'est-à-dire que vous avez parlé aussi argent, de ce que je comprends assez vite. Absolument, Tu ouais. évoquais le Dès le fait début, d'avoir ouais. des primes, le fait des rémunérations. Et ça, c'est un sujet où quand tu commences à l'aborder avec des amis, des associés, c'est important d'être au clair. Et vous ne serez pas toujours à l'aise parce que vous avez vite des vies qui sont connectées par ce projet-là, mais vous avez aussi vos propres vies personnelles et donc des projets qui vont évoluer. Et le fait déjà d'avoir eu cette conversation tant que vous entendiez bien, c'est plus facile lorsque vous êtes sous tension mutuellement. Ouais, on a voulu vraiment construire là-dessus sur de la transparence. On s'est dit on va fixer les règles du jeu. Après, on n'a pas dit on les impose, on a dit on les co-construit. Donc tout le monde a son mot à dire. Par contre, une fois qu'on a accepté les règles, bon, elles sont pas immuables non plus, on peut bien sûr les faire évoluer. Mais on s'est vraiment dit voilà comment on va fonctionner et ce sera en toute transparence. Et on a même fait cet exercice. Donc quand Christian nous a rejoints, on lui a fait exactement la même chose. On lui a dit voilà, on va être transparent avec toi sur la rémunération, sur combien on gagne nous, comment on répartit les choses et comment on va répartir pour toi. Et est-ce que ça te va? Comment tu voudrais qu'on change les choses? Alors bien sûr en lui mettant des éléments économiques, c'est pas une décision comme ça qui sort de nulle part, mais vraiment qu'une proposition de co-construction, de dire voilà, on va être transparent sur tous ces éléments-là parce qu'on veut pas qu'il y ait de tabou et on veut pas effectivement que ce soit un moment où on s'entende pas, où il y ait des conflits entre ce qu'on attend et ce qu'on donne. C'est vraiment complètement ouvert. Ouais. Et puis ça permet aussi d'expliquer les choses, à savoir que on n'est pas non plus dans un monde de bisounours, il y a des réalités économiques, on a quand même un devoir d'assurer la pérennité de la société. On a tendance à être globalement prudent, maintenant les erreurs tout le monde en fait. Donc ça permet aussi d'expliquer les choses, d'expliquer le pourquoi de certaines décisions, de certaines orientations, des paris qu'on fait, des risques qu'on accepte de prendre.
Un autre point qui a été, je pense, un très bon mouvement et qui fait écho à ce que tu disais, à savoir que on a essayé de mettre les choses le plus possible au clair. Lors de la création de la société, classiquement, on a écrit des statuts, alors qui n'ont rien d'exotique, hein. Mais une des choses qui est arrivée très très vite derrière, c'est le fait de poser un pacte d'associés. Pourquoi ? Tout simplement pour clarifier, se mettre d'accord, s'aligner sur tout, en gros, les conditions éventuelles de séparation et qu'est-ce qui se passe en cas de conflit entre nous. Pour justement pas avoir à traiter ces choses-là sous le coup de l'émotion ou dans toute la complexité d'un conflit ouvert ou d'un accident, parce que ça aussi, ça arrive. Donc on a pris le temps de poser les choses proprement, clairement, là encore en se faisant accompagner, hein, pour avoir quelque chose de solide, un peu comme tous ces contrats qu'on fait en espérant surtout jamais avoir à les utiliser. Bon, maintenant, dans la réalité, on a quand même un compte à rebours enclenché, à savoir qu'un des 4 étés, c'est le départ en retraite d'une certaine personne autour de la table. Mais grâce aux réformes, ça, c'est pas pour tout de suite. Mais c'est vrai que cette dimension de règles explicites, moi, c'est quelque chose que j'ai souvent sous-estimé et c'est ce que tu décris dans le pacte d'associés, c'est qu'au moins c'est écrit, on le voit ensemble, le lit ensemble. Est-ce que lorsque on regarde tout ça ensemble, est-ce qu'on est OK ? Comment est-ce qu'on le vit ? Et est-ce que ça nous aide à progresser dans la durée ? Et c'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre, mais au moins à cet instant T, ça vous a permis de vous lancer plus sereinement. Il y a un aspect effectivement aussi réalisme, et réalisme par rapport à des choses qu'on projette pas nécessairement aujourd'hui, auxquelles ce pacte nous aide à faire face. Mon ancien boss, quand je lui ai annoncé que je quittais la boîte, il m'a proposé de faire quelques sessions de mentoring où il allait me parler de la manière dont ça s'est passé quand lui a créé sa propre boîte. Donc je vais pas le répéter ici parce que effectivement il m'a quand même lâché un certain nombre de confidences. Ce qu'il m'a dit aussi, et ça, il y a un peu du lourd quand même derrière. Il m'a dit, en cas de difficultés qui peuvent arriver, il y aura peut-être dans la vie de la boîte des moments très difficiles qui arriveront. Ta première responsabilité est envers l'entreprise. Et donc, ça veut dire que des fois, il y aura peut-être des décisions douloureuses à prendre et qu'il ne faudra pas les faire en fonction des personnes, mais en fonction de ce qui est bien pour l'entreprise. Pour l'instant, on était un peu à l'abri de ça. Mais tu vois, le pacte d'associés et ce genre de conseil qui est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais qui effectivement surprend un peu au départ, ça fait partie de ce volet réalisme qu'il faut avoir. Et sur des sujets un peu moins structurants, un peu moins graves, on a aussi régulièrement des moments où on se dit, tiens, en fait, ça, on ne sait pas comment gérer. On va se le dire comment on voudrait faire. Et après, sans que ce soit tout figé, effectivement, mais on se laisse l'opportunité de se dire, tiens, on n'avait pas géré ce cas-là, comment on veut faire demain? Et on se voit très régulièrement pour en discuter, pour modifier ces règles-là et se dire, OK, on s'aligne, maintenant on fonctionne comme ça, est-ce que ça va à tout le monde? Et puis bien sûr, si c'est pas la bonne façon de faire, on se revoit une semaine après et on se dit, finalement on change. Et vous avez des moments dédiés comme ça pour ouvrir des sujets? On se fait 2 après-midi par mois, tous les 4, vraiment toute la boîte, pour réfléchir. On a un ensemble de sujets, on n'est pas limité à un sujet, mais on a des moments dédiés 2 fois par mois sur tous les sujets courants. Ok. En plus de moments complémentaires, qui sont plus dédiés justement à des réflexions, typiquement aujourd'hui autour de la roadmap, mais pas que, des moments de prise de recul, tout ce qui nous permet en fait de continuer à animer le collectif, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas partagée, que nos auditeurs ne savent pas, c'est qu'en fait on travaille pas tous les 4 ensemble au quotidien. Et du coup on a d'autant plus besoin de sanctuariser du temps ensemble, on se concentre sur nos sujets communs, liés au collectif, liés à la société. On est éparpillés aux 4 coins de la région parisienne, on peut pas se dire, ok, on prend un café, on voit un truc rapido ensemble. On peut toujours s'appeler, mais c'est pas pareil. En fait, ça, on l'a fait assez tôt, cette chose-là. Et c'est pas par hasard, puisque effectivement, une fois qu'on était bien décidé à créer notre structure, eh bien, chacun de notre côté, on a été parler à des gens qui avaient créé eux-mêmes des boîtes. Et le dénominateur commun de ceux que j'ai interviewés, ce que tous m'ont dit, c'est que l'un des plus grands dangers d'une entreprise, c'était la perte de lien, de pas se parler entre nous, de laisser filer trop de temps et finalement de créer des divergences simplement parce que on se voyait pas. Donc cette sanctuarisation, en fait, on l'a créée très très tôt à la lumière de ce feedback-là. On l'a pas inventé nous-mêmes. Moi, j'ai eu exactement les mêmes feedbacks. Moi, j'en ai eu 2. C'est choisir les bons associés et ensuite sanctuariser du temps ensemble. Et le premier, vous l'aviez déjà. Absolument. Donc, il suffisait juste de faire le deuxième. Du coup, j'ai une
Une question qui me traverse l'esprit depuis tout à l'heure, et donc je me dis quand même, je vais vous la poser. C'est avant, vous étiez des amis, enfin avant, probablement toujours, hein, mais vous n'aviez que cette relation-là. Maintenant, vous êtes associés. Du coup, est-ce que vous arrivez encore à aller au resto et de vous parler que en tant qu'amis? Très bonne question. Alors, au resto, pas trop, parce qu'en général, quand on va au resto, c'est plutôt entre midi et 2, et c'est typiquement avoir un temps dédié. Ce qu'on a essayé de mettre en place, par contre, c'est plutôt le côté apéro, bière du soir, où on essaie de pas trop parler boulot. Moi, à titre perso, effectivement, ma relation avec Pascal, avec Christophe, elle a évolué. Ce sont plus que des amis, mais ça reste quand même des gens que j'estime énormément, qui sont très chers à mon cœur. Et pas qu'au niveau professionnel, je précise. Moi, je répondrais à ta question en disant que déjà, on a été un peu collègues aussi, donc notamment avec Anne, on a été collègues directs, donc on a pu bosser dans la même boîte et travailler ensemble en étant collègues également. Après, on a toujours des moments où on peut discuter, être un peu plus sur un plan moins pro, mais je dirais qu'il y a quand même pas mal de choses qui fusionnent et c'est pas évident de faire la part des choses. Et on peut avoir effectivement un soir autour d'un verre où on va quand même parler de certains sujets pro. Et on a aussi l'inverse qui se passe pas mal, c'est-à-dire qu'on est en plein milieu d'une réunion qui peut être très sérieuse, etc. Et puis ça va déraper. Christophe va nous parler pendant 20 minutes de Formule 1, on va dire qu'on n'y comprend rien, ça va rebondir sur d'autres choses. Et là, en fait, on fait le trajet inverse aussi. Et les deux sont possibles. Après, je sais pas s'il faut vouloir faire cette dichotomie et se dire, il y a un moment on est pro, un moment on est perso. Nous, il y a des choses qui sont un peu mélangées. Moi, en tout cas, je pense que c'est pas évident de faire cette distinction-là. Je sais pas si j'en ai envie particulièrement. Les deux sont mélangés, c'est une réalité complexe, quoi. Mais moi, je le vis un peu comme ça. Ouais, moi, je te suis pas mal là-dessus, Pascal. Je pense qu'il y a plus que de la porosité entre les deux. Et je cherche pas à combler cette porosité. Là où je fais peut-être plus attention, et je pense qu'en fait, on est un peu tous les trois alignés là-dessus, c'est que il y a des sujets qui sont plus des sujets, on va dire, administratifs, gestion, le suivi financier, les factures, la compta, le qui commercial. Nous empêche pas de nous marrer. Qui nous empêche pas de nous marrer, mais faut le gérer, faut être sérieux, en tout cas, on va dire, rigoureux là-dessus, et des fois, c'est pas les sujets les plus fun du moment, mais on peut pas y échapper, et du coup, on essaie plus de les localiser, ces conversations, et pas forcément avoir des conversations commerce qui repopent au milieu de choses qui sont plus fun. On a les moments pour gérer, voilà, ces sujets qui doivent être gérés. Et donc, ça a plus être ça, en fait. Mais autrement, entre le pro et puis le fun qui n'a pas forcément de relation avec le pro, quoique des fois, on peut se poser la question, on cherche pas forcément explicitement à se dire, ah, là, c'est le moment du fun, là, c'est le moment du pro. On fait pas de choses comme ça. Et puis, on se connaît suffisamment aussi pour se donner la liberté de ton et de dire, là, écoute, c'est pas le moment, on en parlera demain. Et comme ça, on peut clôturer effectivement des sujets en disant, là, c'est pas le moment d'en parler, on se crée un moment demain, et puis voilà. Ok, super. J'ai vraiment une dernière question pour vous avant de clôturer cette belle histoire que vous avez. Est-ce que chacun d'entre vous, vous pouvez nous donner une chose qui pour vous est ce qui vous a aidé à naviguer dans ce changement qui a été quand même complexe, donc du démarrage, de l'idée, création de votre boîte, Covid, donc ce moment un peu dur, et là où vous en êtes aujourd'hui, vous avez survécu. S'il y avait une seule chose que vous pourriez proposer aux personnes qui peut-être sont dans des phases que vous avez vécues, ce serait quoi? Une seule chose. Alors moi, je vais commencer, je vais me lancer. Je reviens sur ce que j'ai dit au début. Pour moi, c'est la complémentarité. C'est le fait d'avoir des personnes à côté qui vont me nourrir, que moi, je vais pouvoir nourrir, et de se dire, on a différents points de vue qu'on peut confronter. Et quel que soit le chemin, il y a des moments où on va se poser des questions. On aura une façon de voir, et puis on peut confronter à des facettes qu'on respecte, sur lesquelles on se dit, là, il y a un intérêt, je vois pas les choses de la même manière, comment je m'aligne? Et ça permet vraiment de se dire, on n'est pas tout seul dans un coin, là, on combat un peu cette solitude du dirigeant en étant trois, associés avec des visions complémentaires, et on peut se dire derrière, ok, grâce à ces différents points de vue, on sait un peu mieux vers où naviguer. Et moi, je sais qu'à certains moments, un peu perdu, on demande l'avis des autres, et puis, alors, on n'a pas la solution magique pour autant, mais on a une vision qui est un peu plus claire, qui est un peu consolidée, et on se dit, ok, je suis un peu consolidé dans mes convictions, et on sait ce qu'on va pouvoir faire ensemble. C'est vrai qu'il y a cette dimension de plusieurs déjà, de ce que j'entends, et en plus plusieurs complémentaires. Absolument. Super, pour vous deux? Alors, je dirais que, il y a une chose qu'il faut pas rater,
faut être de bons gestionnaires. Si on n'est pas des bons gestionnaires, on coule la boîte. Mais au-delà de ça, faut pas s'arrêter à être de bons gestionnaires. La chose qui est importante, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire, c'est l'intention, c'est le pourquoi, c'est faire les bonnes choses. Le fait de gagner de l'argent, qu'il y ait une rentabilité financière, c'est la conséquence d'avoir fait les bonnes choses. Il faut pas regarder l'inverse et se dire quel résultat je dois obtenir et subordonner les décisions, les choix qu'on va faire, les directions qu'on va prendre aux résultats financiers, se fixer sur nos convictions, ce qu'on veut faire, ce qui nous paraît important, et le reste va suivre. Mon ancien boss, que je vais reciter à nouveau, lui, ce qu'il aimait bien dire, c'est l'argent, c'est comme l'oxygène. On en a besoin de l'oxygène pour respirer, parce que si on respire pas, on finit par mourir, ce qui est embêtant. Par contre, on ne vit pas. C'est effectivement embêtant. Ouais. On ne vit pas pour respirer. Bah super, merci. Anne? En complément, je dirais la confiance. Et ça fait un peu écho à la complémentarité, notamment. À savoir que on est tous les trois, finalement, à la fois très semblables sur certains points et vraiment très, très différents sur beaucoup d'autres. Maintenant, quand je parle de confiance, c'est que je sais que Pascal et Christophe, même quand ils me parlent de choses qui piquent, de choses qu'ils font très bien, c'est toujours avec une bonne intention derrière. C'est ouvrir des sujets avant qu'ils ne pourrissent complètement. C'est partager des points de vue qui peuvent être très différents et qui invitent effectivement au pas de côté, à la prise de réflexion. Même quand je comprends pas forcément ou je suis pas d'accord en première lecture avec ce qu'ils me partagent, j'ai quand même une conviction, c'est que c'est fait pour nous faire progresser, c'est fait avec les meilleures intentions du monde et c'est fait avec tout leur cœur, toute leur intelligence. Donc si c'est un truc qui est très surprenant, j'y accorde une valeur énorme. C'est peut-être tout simplement quelque chose que j'ai pas vu, pas perçu, pas analysé de la même façon. Et je dirais pas que je suis aveuglément leurs décisions. Effectivement, ils sont beaucoup plus vocaux que moi sur beaucoup de sujets. Maintenant, j'ai une énorme confiance en eux. Et vous l'avez, je pense, un peu compris, j'ai besoin d'évoluer dans des environnements où j'ai confiance dans les gens. Si j'ai pas confiance, en grande trouillarde, j'y vais pas. Bah en tout cas, merci beaucoup. Je vous propose qu'on clôture, en tout cas, cette partie de l'histoire. Merci pour votre partage à la fois sincère, honnête et authentique. Et je vous propose de passer à la dernière phase du podcast, qui sera beaucoup plus marrant pour moi. Allons-y. Et donc, moins pour nous, c'est ça? Non, il sera aussi pour vous, vous inquiétez pas. Donc, comme vous avez pu le voir, et Anne, tu es celle qui est la plus proche de moi, je vous ai préparé des petites cartes sur la table que je mélange. Et dessus, vous avez des questions. Ce que je vais vous proposer, déjà, c'est d'en tirer une chacun et d'y répondre. Donc, ce que je vais vous proposer de faire, c'est à la personne qui répond, c'est vous lisez déjà la question au micro, et puis ensuite, je vous invite à y répondre. Qui veut se lancer? Je peux y aller. Alors, la question est, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? Ça va, elle est assez facile. Ce qui est important pour moi, déjà, il y a tout un sujet autour de l'éthique, de la morale, à savoir agir en prêtant une énorme attention aux conséquences pour les autres. Toujours être au service des autres pour les aider et compagnie. Pour autant, ça ne veut pas dire imposer de l'aide ou agir contre le gré des personnes. Il y a le respect. Il y a vraiment cette notion de volonté de faire du bien, d'avoir un impact positif. Une autre chose qui est extrêmement importante pour moi, c'est tout ce qui est partage. À savoir que quelque chose que moi j'adore faire et quelque part que j'attends des autres, c'est le partage de connaissances, le partage d'infos, le partage de feedback, le partage de points de vue. Ça, c'est vraiment fondamental pour moi. Super. Merci beaucoup. Qui veut y aller entre tous les deux? Moi, je peux y aller éventuellement. Moi, j'ai une question que je trouve pas facile. Tu peux la lire? Bien sûr. Si tu devais être réincarné dans un animal, lequel serait-ce et pourquoi? Et franchement, je me pose rarement ce genre de questions. Donc, je vais répondre à un truc un petit peu au pif qui sort comme ça. Moi, je choisirais comme ça aujourd'hui, maintenant. Je changerais peut-être d'avis demain. Tu te poseras la question cette fois-ci. Absolument. Moi, je dirais me réincarner en chien. Alors, pas dans le mauvais sens du terme, mais plus sur le côté à la fois fidélité, équipe, le fait d'être compagnon, d'être avec des gens, ce côté social assez présent, et puis le côté un peu joueur aussi, qu'on n'a peut-être pas vu beaucoup là dans la discussion, mais que l'on te connaît. Pour ceux qui me connaissent, il y a ce côté-là un peu joueur. Voilà. Ok, super. Joueur, même. Merci, Christophe. Alors moi, la question dont j'ai hérité, c'est si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-ce? Comment l'utiliserais-tu?
Donc déjà, est-ce que j'ai envie d'avoir un super pouvoir? Je ne sais pas trop. En plus de ceux que tu as déjà. Ouais, voilà, je les ai peut-être déjà tous. Moi, j'ai dit au début du podcast, une chose qui me fait kiffer, c'est d'acquérir de la connaissance, de réfléchir dessus, d'en tirer de nouvelles idées, etc. J'ai souvent du mal à les faire passer, à faire accrocher mes interlocuteurs. Peut-être plus facilement les deux personnes qui sont autour de moi qui me connaissent bien, mais beaucoup de gens auprès desquels je me dis, je risque de les emmener trop loin avec mes réflexions du moment. C'est des gens qui débutent un petit peu dans l'agilité et des fois, je me sens un petit peu frustré de pas arriver à les emmener où je voudrais les emmener au moins en termes de réflexion et développer un petit peu tout ce cheminement de pensée. Je pense que le super pouvoir que j'aimerais bien avoir, ça serait d'arriver à les entraîner dans ces réflexions, dans ce questionnement, de leur faire quitter peut-être leur zone de confort où ils sont pour les inviter à découvrir des nouvelles choses, des nouvelles idées, un nouveau monde presque qui s'offre à nous. Donc, c'est les embarquer dans un voyage. Ouais, voilà, tout à Quel fait. qu'il soit. Tout Ouais. à fait. Bah super, merci. Donc c'est pas fini. On va refaire un tour. Donc je remélange les cartes. Ce que je vais vous proposer, c'est que vous allez en sélectionner 2 chacun et chacune. Vous allez les lire pour vous. Et surtout, vous allez en choisir une que vous allez poser à un de vos 2 collègues. Ça vous va? Ok. Donc Pascal, tu as déjà ton choix, on dirait. Ouais, moi j'en ai une, je pense, qui est plus pour Christophe, parce qu'il est plus âgé. Raconte-moi la dernière fois où tu as fait quelque chose pour la première fois. Ouh là là. On a toujours des premières fois le long de sa vie, mais la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, c'est chaud là, faudrait que je réfléchisse, je suis pas équipé pour. Sinon, est-ce que tu as une première fois un peu éclatante qui pour toi a marqué ton esprit? Et que tu peux dire publiquement. Bien évidemment. Il n'y en a aucune que je peux dire publiquement sur ces premières fois. Surtout si on parle de première fois éclatante, quoi, tu vois. Je pense pas que ça soit l'ambiance du podcast. Donc, je sais pas si j'ai le droit de passer mon tour, mais Vas-y, il n'y a aucun problème. Je vais trop embêter les gens à prendre du temps à réfléchir. T'inquiète pas. Bah vas-y, si tu veux bien enchaîner. Donc toi, tu as choisi quelle question et pour qui? Alors, j'ai une question pour Anne. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie au quotidien? Alors, étonnamment, pas forcément de passer du temps avec des gens. Je suis plutôt une introvertie. Alors, faut pas se méprendre, hein. J'adore échanger, j'adore discuter, j'adore rencontrer des gens. Par contre, ça me coûte beaucoup d'énergie. Typiquement, c'est pour ça qu'en conférence, j'ai tendance à disparaître avant, après, parce que j'ai besoin de recharger mes batteries. Les choses qui me donnent de l'énergie au quotidien, en fait, ça va être des petits plaisirs simples. Ça va être me poser confortablement avec un bon livre, savourer un bon thé. Ça va être juste écouter un morceau de musique, potentiellement en boucle, dans mon coin. Alors, ça fait très asocial, hein, j'en suis consciente, mais c'est vraiment ça qui me permet de recharger mes batteries. Après, on peut peut-être aussi poser la question différemment, à savoir qu'est-ce qui me donne de l'énergie, de l'impulsion, de l'envie de faire. Là, ce qui va me motiver et vraiment me donner envie de mettre un maximum d'efforts sur les choses, ça va être d'avoir en fait du feedback et de voir concrètement les impacts positifs de ce que je peux être amené à faire ou de ce vers quoi je vais essayer d'embarquer les gens. Ça, c'est un driver extrêmement important pour moi. Alors oui, on va dire que c'est de la reconnaissance. Bah super, merci. Et donc, à ton tour maintenant. Et donc, bien sûr, tu peux choisir soit Pascal, soit Christophe. Alors, je vais choisir Christophe. Oh non, pas encore lui. T'as pas répondu à l'autre. Ah, mais celle-là de question, je suis sûre que tu vas pouvoir répondre. Quel est le métier le plus farfelu que tu aies déjà voulu faire? Le métier le plus farfelu que j'ai déjà voulu faire. Voilà. Et pour ceux qui ne voient pas l'image, Pascal est tout rouge et mort de rire. Parce qu'en fait, une des réponses à la question, c'est le métier qu'il a déjà fait qui est improbable. Oui, mais voilà. Il a juste pas le droit d'utiliser celle-là de réponse. Ah, j'aurais pourtant trop envie de l'utiliser. Mais bon. Le métier le plus farfelu, j'en ai un. Bon, ça m'a un peu passé, mais j'aurais bien aimé être MDM, maître du monde. C'est Master Data Manager, Ok. non? C'est un peu la même chose. Et pourquoi donc?
Parce que là, voilà, tu peux faire... Voilà. Tu fais changer l'humanité, tu fais changer le monde. Dictateur, quoi, ça aurait été bien aussi. Ouais, mais worldwide dictateur. quoi, tu vois, Worldwide, c'est un ouais. peu, voilà. Donc, maître du monde. Maître Ok. du monde. Moi, je pense que t'aurais été un peu léger en dictateur. Tu laisses beaucoup trop de place aux autres. Ouais, ça, c'est parce que vous avez un syndrome de Stockholm et que vous êtes accoutumé à ce que je fais, quoi. Pour que Pascal ne s'enfuit pas et n'ait pas sa question, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais en sélectionner 2 et je vais en sélectionner une pour toi. Avec Ça te plaisir. va? Très bien. Bon, J'ai tu pas le posé vois. la question du boulot le plus farfelu à Pascal parce que je sais qu'il a 53 idées à la seconde. Alors, question assez évidente. Je déteste les questions évidentes. Enfin, entre les deux, c'était évident pour moi laquelle je voulais te poser. Qu'aimerais-tu oser faire dans la vie? Oser faire dans la vie? Ça, c'est une bonne question parce que je sais pas si je me mets beaucoup de limites, ce qui est peut-être un problème d'ailleurs. Je crois pas qu'il y ait des choses que j'ose pas faire particulièrement, en tout cas de ce que moi j'ai envie de faire. J'ai pas l'impression de me poser des limites et le fait que justement on soit avec Sensei et qu'on ait cette liberté d'action, ça permet de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire et on y va. Donc je crois pas que j'ai des trucs que je m'empêche de faire aujourd'hui en tout cas que j'aimerais faire. Et donc là, c'est dans le domaine pro. Est-ce que dans le domaine perso, il y a des choses que tu aimerais oser faire au sens où tu as des choses que tu veux atteindre et que tu sais aujourd'hui que tu les as pas pour X ou Y raison? Alors même dans le domaine perso, je vois pas de choses que je n'oserais pas faire. Ok, ouais. Après, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le changement permanent, c'est qu'il y a plein de choses qu'on va entamer, qu'on va essayer de faire, etc. Mais il y a pas de choses que je me dis j'ose pas le faire aujourd'hui. Après, il y a peut-être des choses où je commence un peu plus bas et je me dis j'aimerais bien progresser. Mais il y a tu l'as fait. Mais je le fais. En tout cas, il n'y a pas d'éléments, ou après peut-être que je me trompe et que je répondrai différemment demain aussi. Mais aujourd'hui, je me dis pas qu'il y a des choses que je n'ose pas faire en tout cas. Je mets pas ces limites-là en tout cas. Bravo à toi. Super. Du coup, pour tous les 3, merci pour tout, pour l'échange, pour votre sincérité, pour tout ce qu'il y a eu en ce moment. Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir. Et si on veut continuer la papote avec vous, du coup, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Pas tous en même temps, hein, bien sûr. On est toujours disponible. Donc, on a les LinkedIn, on est joignable. On a le site Sensei avec le contact. On a nos mails qui sont présents aussi. Non, on est assez ouvert à la discussion. Peut-être que dans les commentaires aussi du podcast, on pourra réagir aussi. Voilà, non, on est plutôt open et il n'y a pas de souci pour nous contacter. Donc, c'est facile à vous trouver si on met Pascal Poussard, Anne Gabriag, Normalement, Christophe oui. Alinki. Oui, moi, j'ai pas d'homonyme, donc je suis assez tranquille là-dessus. Notre site, c'est sensei.fr, pas .com, c'est .fr. Et puis, voilà. Mais autrement, effectivement, le LinkedIn, je pense que c'est assez facile de nous spotter par ce biais-là. Ok. Et moi, si je suis pas la Gabriag la plus connue sur la planète, je suis facile à trouver. Je suis celle qui n'est pas joueur de rugby professionnel. C'est important. Eh bien, merci pour tout. On va Merci à s'arrêter toi, là. Merci. Belle Merci fin de à journée toi. à vous et à la prochaine. Avec Au revoir. plaisir. À la Salut. prochaine.